En fait, c'est rigolo hein, parce que, comme je te disais, je suis pas très compétitrice et je cours vraiment hein, pour moi. Hein. L'avantage pour moi des dossards, c'est que ça me permettait d'aller courir ailleurs, tout en finissant dernière, mais en me challengeant moi. Tu vois, d'être capable d'y arriver, mais d'aller découvrir ailleurs, de découvrir des nouveaux endroits, puisque enfin, ce qui rythme un petit peu ma vie, c'est le voyage, c'est l'aventure. Donc, du coup, d'aller courir un peu partout. Ça, même si c'était pas très loin, hein, ça me permettait de découvrir des nouveaux endroits, même si j'ai aucun souci à m'entraîner toujours sur le même terrain. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, j'ai décidé de nouveau de laisser mon invité se présenter elle-même. Donc voici un petit narratif introductif. Chantal, même après 5 décennies, j'ai toujours l'âge mental d'un enfant de 10 ans. 17 ans de vie commune de par le monde, il y a eu avant, pendant et après. D'ailleurs, après 2 enfants, je me demande toujours si la maternité est faite pour moi. Passionné de tout, dès que je franchis la ligne d'une idée, d'un projet, il n'y a plus rien qui m'arrête, mais une chose est sûre, je suis une vraie non-compétitrice. Il n'y a qu'à pousser pour que je recule. Tout dans la contradiction, dans la découverte et dans la remise en question, car tout n'est ni noir ni blanc. On y va ? Ce soir, je suis avec Chantal Hautot-Bouchard. Chantal, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast et je suis vraiment heureux de te recevoir. Merci. Moi aussi, je suis assez surprise d'avoir été choisie au sort, ou je sais pas trop comment, mais non, mais c'est vrai. Il n'y a pas de tirage au sort dans le LTP, je te rassure. Non, mais par le sort tout court, tu vois, la chance, le sort, le hasard de la vie. Voilà, tiens, on va dire comme ça. Alors Chantal, pour pour resituer un peu l'historique et pour donner les raisons pour lesquelles je t'ai contacté, c'est par le biais d'Instagram que je t'ai entre guillemets repéré, hein, si on peut dire ça comme ça. Et tu es sous Instagram sous le nom de Marsupilami. Est-ce que tu peux nous donner un peu les raisons de ce surnom ? Marsupilami, en fait, j'ai découvert le Marsupilami, tout court. Je devais avoir 16 ou 17 ans, donc il y a quelques décennies derrière. Il m'avait bien fait marrer. Et à l'époque, les amis avec qui j'étais m'avaient dit « Ah, mais c'est toi et tout, machin. Toi aussi, tu sautes partout, tu fais plein de choses et tout. » Et en fait... au début d'Internet, donc pour ceux qui ne savent pas encore, je suis québécoise. En fait, vous allez l'entendre parce qu'à un moment donné, ça va partir en vrille, c'est sûr. Mais et donc dans le début des années 90, le Québec, enfin le Canada et le Québec plus précisément étaient ce qu'ils appelaient à l'époque l'autoroute de l'information. Donc j'ai une adresse email qui a bientôt presque 30 ans et qui en fait est Marsupilami 82. Hein. Ah oui. Tu sais quoi Chantal, 82 c'est l'année de ma naissance. Ah ben tu vois. Mais a priori, il y avait déjà d'autres, au moins 82 personnes. Et enfin, je sais plus si j'ai choisi 82 au hasard après avoir choisi 1, 2, 3, 4. Et pardon, c'est pas l'année de l'adresse. Non, je suis bête, pardon. C'est pas l'année de l'adresse. Non, c'est pas. Ben non, c'est 90 l'année de l'adresse. Hein. On n'est pas loin. Ouais, mais du coup, c'est 82, Marsupilami 82, parce que j'ai dû en avoir marre à un moment donné je me souviens plus, hein, parce que je pensais pas la garder aussi longtemps. Et du coup, après, c'est resté un peu le petit Marsu, le petit machin, et c'était les débuts des forums sur Internet, des échanges et tout ça. Il fallait toujours trouver un pseudo. Et du coup, ça a été le pseudo idéal à l'époque, et puis qui du coup est toujours resté, en fait. D'accord. Chantal, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de ton enfance, dans quelles conditions tu as grandi, géographiquement ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Donc, je suis canadienne de la province du Québec, donc pas séparatiste pour les autres Québécois qui pourraient écouter, même si je viens d'une région très séparatiste qui est à l'est du Québec, qui est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pas très loin des baleines, pour ceux qui connaissent pas. Désolée pour ceux qui connaissent, c'est quand même à 4 heures de chez moi. Mhm. Et donc, du coup, je viens de cette région, mais j'ai grandi jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans à peu près. Je n'étais pas prévue sur la map monde. Je suis un petit peu une erreur de la nature à l'époque. Et du coup, ma mère, après, est allée vivre sur Montréal où elle a rencontré quelqu'un d'autre, machin, tout ça. Donc, j'ai été élevée plus sur Montréal que dans ma région, même si après j'y allais toujours pendant les vacances et que ça reste l'endroit de cœur pour moi. Donc grandi à Montréal, en métropole, entre notre petite, comment dire, notre petite butte qui est le Mont-Royal et qui était à l'époque mon calvaire à chaque fois que quelqu'un me disait on va au Mont-Royal et que du coup il fallait monter là-haut. Et donc voilà, donc j'ai grandi sur Montréal principalement avec toujours cette envie de voyager, toujours avec cette envie de découvrir autre chose, ce qui changeait quand même. Enfin, avec ma famille, on a énormément bougé, voire même on n'est jamais resté, je crois, plus de 2 ans au même endroit, toujours dans le Québec, hein, mais jamais 2 ans au même endroit ou à la même adresse, entre Montréal, la banlieue, tout ça, Est-ce que tu peux, la je me région un petit permets peu de te plus couper, éloignée je me aussi. permets de te couper, mais est-ce que tu Mhm. peux situer géographiquement la distance entre Québec et... Alors Québec déjà c'est une province et une ville, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Entre Montréal et Québec, il y a 2 heures de route à peu près. Donc c'est relativement proche. Et j'ai entendu dire que la différence culturelle était très importante. Il me semble que Québec c'est plus francophone et Montréal c'est plus américain culturellement, non? Si je dis pas de bêtises. Ben, en fait, tu as la province du Québec qui est la province francophone, effectivement, et toutes les autres provinces sont anglophones, en fait. Et la particularité qu'on a, c'est que, surtout tout le Canada, hein, depuis les années... je suis pas très bonne en années, mais bon, ça fait longtemps. Donc, on a la loi 101 qui fait qu'en fait, partout au Canada, tout doit être affiché dans les deux langues, que ce soit en anglais ou en français. Donc, si tu affiches quelque chose ou si tu appelles le gouvernement canadien, tu pourras être servi en français Vous normalement, avez deux de langues façon officielles en fait. systématique. Ouais. Sauf que, bien sûr, les francophones parlent très mal anglais. Du moins, les francophones de l'époque parlent très mal anglais. Ils sont beaucoup mieux maintenant. Et inversement, bon, tu as des anglophones qui parlent français, mais c'est pas du tout majoritaire, par contre. Les provinces qui sont plus proches du Québec, oui, mais pas. Quoique, à Vancouver, il y en a peut-être plus que je pense qui parlent français, ouais. Et donc toi, tu as grandi principalement à Montréal. Alors explique-nous un peu cette période-là. Plutôt à la campagne, plutôt en ville, à Montréal même? Tout à fait, en pleine ville. Bon, j'ai habité un peu à la campagne, mais principalement, ouais, en ville, Montréal, presque le centre, pas le centre-ville, mais en fait, si tu veux, l'île de Montréal est séparée entre l'est, l'ouest et le centre. Et donc moi, j'ai été élevée surtout dans l'est de la ville, qui est la partie, qui était à l'époque la partie la plus pauvre. C'est pas nécessairement parce qu'on était pauvre, hein, mais ça a donné comme ça que j'ai été élevée dans cette partie-là. Une partie de l'endroit où j'ai été élevée est devenue un peu l'endroit où maintenant il y a énormément de Français, donc il n'était pas dans l'Est, mais on va dire entre le Sud, pardon, pas le Sud, mais entre l'Est et le Centre, qui est sur le plateau Montréal, où, quand j'étais plus jeune. Donc tous les Français qui habitent Montréal connaissent le plateau. Et après, principalement, donc plus dans l'Est qui est aujourd'hui appelé Oma, Hochelaga Maisonneuve, donc qui était à l'époque plus pauvre. On s'est installé là-bas parce que c'était pas loin du travail de mes parents et tout ça. Et du coup, j'ai évolué dans un univers totalement, enfin, en ville, quoi. Mhm. Et Après, j'avais une famille qui adorait aller à la campagne, qui adorait aller. On a habité 2 ans, ouais, dans les bois quasiment, mhm. et tout ça. Donc, et après, on faisait beaucoup de camping, on faisait beaucoup de, pas nécessairement du sport, mais pas mal de camping, de rando, si, on faisait de la raquette l'hiver et tout ça, mais ça reste, comment dire. Enfin, je sais pas, j'allais dire que c'était pas du sport, mais en fait, Oui, si, c'était du sport, mais c'était pas sportif à proprement parler, quoi. C'était plus nature.
Oui, sauf les 2 années où en fait par contre moi j'ai toujours par contre fait du sport on a habité pendant 2 ans donc du coup dans une partie à 3 heures de Montréal à peu près dans les Laurentides et du coup là à l'époque je faisais ce qu'on appelait je crois que du coup j'arrive pas à faire la différence entre les deux. Je crois que je faisais du ski de fond mais en mode ski de rando. C'est-à-dire que je prenais mes skis le matin, je partais à 2 heures à faire du ski avant d'aller à l'école et je revenais et j'allais à l'école quoi. Mhm. Mais il y avait pas, c'était pas nécessairement damé et tout ça, donc la différence que je fais, parce que j'en ai jamais fait en France en fait, donc du coup la différence de ce que je fais, de ce qu'on m'explique et tout ça, c'est que moi c'était pas un terrain d'amis, je prenais mes skis et puis j'y allais quoi. Mhm. T'avais Et puis les je potes en revenais. pot de phoque, etc. Tu partais de chez toi alors. Non, non, il n'y a pas de pot de phoque. Par contre, c'était assez plat, donc D'accord, il n'y avait pas nécessairement besoin de la pot de phoque. C'est pas très vallonné hein, chez moi quand même. d'accord. Et donc, qui était Chantal, petite, introvertie, tournée vers les autres, au niveau de l'école, comment ça se passait? Elle parlait tout le temps déjà. Ouais. Elle parlait, oui, elle parlait beaucoup. Après, j'étais ni un ni l'autre en fait. Moi, je suis du genre à parler à tout le monde, à être assez ouverte à tout le monde, mais à jamais, pas à jamais, hein, mais à m'intéresser un peu tous les groupes qu'il y avait. Mais j'étais pas nécessairement attitrée à un groupe particulier. Entre autres aussi parce qu'on est déménagé tous les 2 ans, donc ça veut dire changement d'école toutes les deux ou toutes les ans. Donc, Et du quand coup, tu déménageais loin de l'endroit précédent ou pas? assez pour pas garder de contact, oui. En plus, surtout à l'époque, il n'y avait pas Internet et tout ça, hein, donc du coup, assez pour pas garder le contact, ouais. Et c'était lié à quoi? À la profession de tes parents? De tes parents, ils faisaient quoi? Ah, pas du tout, parce qu'ils ont toujours travaillé dans le même hôpital. Mhm. Sincèrement, je sais pas pourquoi. J'ai jamais posé la. Bon, après, on est parti à la campagne, donc effectivement, on est parti plus loin. Ils avaient cette envie de retour à la terre et à la simplicité et tout ça. Même à l'époque, d'être plus proche de la nature, machin, tout ça. Après, on est revenu à Montréal. On a habité dans un endroit qui n'était pas nécessairement le plus adéquat. Après, mes parents se sont plus ou moins séparés. Après, ils se sont remis ensemble. Donc, entre les deux, on a déménagé. On est allé à un autre endroit. Ils avaient décidé d'acheter une maison qui a été achetée en banlieue et qui, du coup, répondait pas à nos attentes. Donc, on est revenu sur Montréal et tout ça. Donc, après, enfin, c'est pas nécessairement. Ouais, si, je sais pas. Sinon, je crois que c'est nous qui est assez instable, qui était instable sur ce genre de choses. Mhm. Un besoin de bouger, peut-être, je sais pas. Et toi, Mais ça, comment tu l'as ressenti tout ça, cette instabilité, notamment au niveau scolaire? Ça t'a posé problème, enfant? Pas vraiment. Au niveau, non, j'étais pas nécessairement, j'étais une bonne élève, hein, mais j'étais pas non plus, j'étais pas une très bonne élève. J'adorais l'école, hein, j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé aller à l'école parce que j'aimais voir les gens, j'aimais apprendre des nouvelles choses et c'est toujours un petit peu pareil. Mais non, ça me dérangeait, ça m'a jamais trop perturbé en fait. Même si par choix, il y a 5 ans maintenant, pour nos enfants, on a décidé de se poser justement pour leur donner ce qui, à l'inverse, hein, mon mari vient d'un petit village de France de 15 habitants. Il a été élevé avec les 5 mêmes potes. Il allait dans une école où il y avait 5 élèves. Mhm. Et donc, du coup, ils sont toujours super potes et tout. Et moi, c'était quelque chose que je connaissais pas. Et du coup, je me suis dit, moi, j'avais envie de faire connaître ça à mes filles, en fait. Mhm. D'accord. Même si ça m'a pas nécessairement manqué, hein, mais je sais Oui, vu pas. que tu connaissais pas et que ça t'a Oui. pas manqué, mais on va dire, quand tu poursuis derrière au niveau des études, moi j'aime bien parler de cette période qui en dit beaucoup sur les invités en règle générale, c'est l'adolescence, un petit peu avant l'âge adulte. Qu'est-ce que tu voulais Hmm. faire? C'était quoi tes rêves? Ah, là, c'est le bazar complet. En fait, j'ai toujours voulu voyager. Je dirais que c'est la ligne directrice, et je crois que j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. Je crois que c'est la ligne directrice de ma vie. Donc, je viens d'une région qui, à l'époque, n'était pas nécessairement multiculturelle. Elle est un petit peu plus maintenant. Et j'ai des souvenirs d'un jeune Africain qui était dans notre région. On ne sait pas trop comment il est arrivé là, je m'en souviens pas. J'étais trop petite, j'avais 4 ou 5 ans. Donc,
et puis bon, il était un petit peu la risée de tout le monde et je l'avais pris sous mon épaule et j'avais dit à ma mère, quand je serai grande, j'irai dans son pays pour nourrir les gens. Ce qui est quand même assez parlant quand tu connais la suite De ton enfin, histoire, on quand va y j'ai revenir. commencé, oui, c'est ça. Donc on y reviendra plus tard, mais et du coup ça a toujours été un peu le fil directeur. Hein. J'ai toujours voulu voyager, j'avais des cartes à la maison et tout ça, et donc Et ça, c'était insufflé par tes parents ou c'était inné? peut-être par le fait de bouger, mes parents, à l'époque, bon, je crois qu'on n'est jamais sorti du Québec. On avait dû faire une incursion ou deux. On voyageait beaucoup dans le Québec, hein. Toi, on allait en Gaspésie, dans d'autres régions, au Nouveau-Brunswick et tout ça. On voyageait beaucoup à l'intérieur du pays. On faisait beaucoup de camping, comme je disais, tout ça. Mais on n'est jamais sorti du pays. Bon, après, à l'époque, c'était peut-être aussi beaucoup moins démocratisé. Ma mère, un peu plus vieille, elle a un petit peu voyagé, mais ça reste. Puis bon, j'ai des membres de je suis enfant unique, hein, mais j'ai des membres. Mais on est du côté de ma mère, c'est une grosse famille, donc j'ai beaucoup de cousins et cousines. On est 2 ou 3 à avoir voyagé et on est 2 d'ailleurs à être en France à peu près dans le même village. Petit village paumé du fin fond de la France, mais c'est assez rigolo. Mais non, je crois que c'était juste là, C'était ancré ce, en moi. En fait, c'était j'avais ce besoin de déclic voir aussi, autre hein. chose. Hein. Ce déclic de ce petit copain qui venait d'Afrique et qui t'a ouvert à cette envie-là dès le début, quoi. Peut-être, ouais. C'est peut-être lui le responsable. Je sais pas, mais Si tu m'en parles dès le début, c'est que ça a dû certainement, ça t'a marqué déjà. Ah oui, oui, si. Puis ça a marqué. Bon, je suis enfin, en guillemets, ça a marqué le. je- je- oui, ça a marqué. Ça a été le fil conducteur, je pense, hein, de m'en aller vers oui et non, mes études n'ont pas été vraiment en lien avec ça, mais le but, c'était vraiment de vouloir voyager. Mhm. Et ma première aspiration était de faire de la communication, de travailler dans les communications, mais pour plein de raisons, dont une mise en avant à l'époque par mon beau-père, hein, qui est lui qui m'a élevé, donc le mari de ma mère, et qui à deux avait décidé que ce n'était pas un métier de faire de la communication et que je devais aller faire quelque chose de sérieux et qu'après je pourrais aller m'amuser à l'université. C'était une drôle de façon de voir les choses, mais du coup c'était comme ça. Donc j'ai été faire quelque chose de sérieux. Du coup je me suis orientée vers le travail social. Par défi, je n'avais pas voulu aller comme infirmière puisque tout le monde voulait que je fasse infirmière ou médecine ou un truc du genre. Et comme tout le monde voulait que je fasse ça et que j'ai un esprit de contradiction très élevé, j'ai choisi le travail social avec les jeunes plus particulièrement, donc avec les adolescents. Mais même si j'aimais beaucoup ça, c'était pas ça que je voulais faire. Ça reste quelque chose d'ancré chez moi, le social, le médical, le scientifique et tout ça. Mais c'était pas ça que je voulais faire. Et du coup, quand mes parents se sont effectivement séparés, peut-être dans ma deuxième année, j'ai fini ce que j'avais à faire et je me suis dirigée vers des études d'art. Et en fait, j'ai fait, à défaut de communication, et j'ai fait une formation en design intérieur et industriel. Mhm. Et après, j'ai continué sur l'université et tout ça. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'avec tout ça, bon, je pouvais voyager, il n'y avait pas de souci. J'avais toujours pas voyagé, ou enfin pas en dehors du Québec et proche des États-Unis, et que je pourrais pas faire d'humanitaire avec ça, que c'est un métier beaucoup trop compétitif pour moi. Pas compétitif, hein, mais qu'il faut que tu marches sur la tête des gens Mhm. et que tu dises l'autre c'est de la merde ce que tu fais. Ça me ressemble tellement pas. C'est pas grave de faire ce genre de choses, de te dire regarde ça c'est de la merde, ça moi ce que je fais c'est très bien et tout. Moi j'étais pas grave de faire ça, Mhm. même si c'était très bien, hein, mais du coup Ça ne correspondait pas, quoi. Ça ça me correspondait pas correspondait pas du à ton état tout. d'esprit, à ce que tu étais au plus profond de toi, en fait. Non, et du coup, rupture amoureuse, et puis dans cette rupture amoureuse, je me suis dit, ça suffit les conneries, allez, on va aller faire infirmière, on va écouter ce que tout le monde dit, et avec ça, je pourrais partir travailler en humanitaire. Donc tu te Et du lances dans coup, le cursus d'école d'infirmière. Alors je sais pas comment ça se passe. Tu étais encore au Canada à l'époque, oui, quand tu t'es lancé. si, Hein. si, Oui.
Ça se Ouais, passe comment? j'étais toujours au Canada. En fait, bon, un peu comme en France, hein, c'est pas tout à fait impossible non plus, mais en fait, si tu veux, je reviens en arrière où je fais les cours qui me manquaient pour pouvoir rentrer dans le cursus d'infirmière. Et en fait, Mhm. tu as deux possibilités au Canada. Soit tu le fais, on va dire, ce qui correspond un petit peu au lycée ici, en fait, où tu pourras partir sur une filière technique ou sinon sur une filière plus générale et après tu vas à l'université. Et du coup, tu as deux possibilités. Tu as la filière technique infirmière et tu as la filière après où tu peux continuer sur l'université ou tu as une filière, tu pars sur du général et tu vas D'accord, à l'université faire infirmière. d'accord. Moi, je décide de passer par la technique parce que je suis une technicienne, parce que je veux faire de l'urgence, parce qu'il faut que ça bouge et puis que je le sais, à l'époque, la formation universitaire, elle était assez récente aussi et que ça, enfin, je pensais pas que ça correspondait à mes attentes Mhm. du moment. Donc, du coup, j'ai fait la formation de technique d'infirmière qui, au final, hein, après 3 années d'études, en fait, est semblable autant au niveau universitaire qu'au niveau. Et en fait, comment elle se décompose cette formation que tu appelles Du coup, technique? c'est C'est, trois c'est ans de beau, formation. 3 ans et c'est quoi, des stages principalement? C'est quoi la différence avec Ouais, le il y a cursus beaucoup de, universitaire? t'as plus de stages, t'as beaucoup Ouais, plus de pratiques, alors qu'au niveau universitaire, ils sont beaucoup plus sur. Après, on est dans une approche diagnostique et tout ça, mais du coup, au niveau universitaire, ils ont un petit côté un petit peu plus poussé sur la la théorie, théorie. sur des choses que nous, on fait pas nécessairement. Mais après 6 mois à travailler sur un plancher d'infirmière, on est au même niveau, en Bien fait. sûr. C'est juste, tu vois, elle galère plus au début sur le côté pratique et nous, on Mhm. galère plus sur le côté théorique, en Théorie. fait. Et Mhm. du coup, à un moment donné, on, Vous vous on se rejoint rejoignez. et tout ça. Après maintenant, ça a changé et ça a évolué. Il y a des choses que nous, on apprenait à l'époque qui, a priori, ont changé maintenant, avec des cursus qui sont un petit peu différents. Et a priori, c'est différent. Mais à l'époque, il n'y avait pas énormément de différence entre les deux, en fait, à part le titre à la fin. Donc diplômé en quelle année? Du coup, j'ai pris du temps parce Ouais. que mon but c'était de voyager. Alors, du coup, j'ai mis 5 ans à faire mes études et pas 3. Parce Ça, tu peux le qu'entre-temps, je suis choisir, ça? partie. C'était ça où j'arrêtais, je crois. Donc, tu peux pas, normalement, c'est en 3 ans. Ouais. Après, ça reste entre guillemets, comment dire, flexible, si tu veux. Est-ce que j'ai mis 3? Non, j'ai pas mis 5 ans. Oui, si, j'ai mis 5 ans, je crois. Enfin, bref, je sais plus exactement, mais il y a une certaine flexibilité en fait où tu peux partir et revenir et j'ai eu quand j'ai décidé de partir une année en fait c'était avec l'approbation de mes professeurs et c'était ça où je me serais pas rendue à la fin de ma formation. Je Mhm. pense que j'étais un petit peu perdue pour plein de raisons. J'étais passée par d'autres horizons un peu plus, comment dire, brumeux. Et j'étais perdue dans ce que je voulais. Je voulais voyager. J'arrivais pas à trouver exactement où est-ce que je m'en allais, où est-ce que je m'en allais avec cette formation, puisque même si j'aimais bien, hein, parce que je reste quelqu'un de très cartésien et du coup des études d'infirmière, des études, tu vois, très carrées, très scientifiques, ça répondait aussi à ce que j'étais en fait. Mhm. Mais en même temps, côté artistique, ce besoin de voyager, ce besoin d'aller voir ailleurs, de découvrir, pour plein de raisons, il y avait un voyage qui était prévu de longue date. Avant que j'intègre ces études et qui était en Europe de l'Est, hein, qui était juste après la chute du mur avec des amis. Et puis, je suis pas partie parce que j'ai eu peur, je pense. À l'époque, j'ai eu peur de réaliser ces rêves que j'avais prévus. Mais du coup, ça restait pendant, derrière, tu vois, ça Mhm. restait toujours présent. Et en fait, dans ma première année ou ma deuxième année d'école d'infirmière, je crois, je sais plus. Je suis partie sur un coup de tête pendant 3 mois. Au Pérou avec une copine, Pérou, Bolivie, Chili. Et là, ça a été un petit peu la piqûre. Du coup, après l'été d'après, je suis venue en Europe parce que c'était le plus simple, parce que je connaissais des gens et que je voulais surtout pas venir en France d'ailleurs. Ah bon? Mais je suis venue. Non, non, ça m'intéressait pas. La France, c'était comme chez moi. Puis les Ah oui? Français, ils étaient chiants, quoi. Non. Alors là, Ils étaient chiants. Ils parlaient avec le bec pincé comme ça, la parisienne. Et ils avaient toujours raison. Et surtout en termes faut pas de généraliser, Chantal. Attention.
Non, mais c'était l'image que j'avais à l'époque, C'est tu vois. ça. Et puis j'avais l'impression que je découvrirais rien, que c'était comme chez moi. Ouais. Donc du coup, et après, puis c'est l'endroit où je me suis le plus éclatée en fait, hein, sur les 2 mois où j'ai été là, où je suis passée par l'Allemagne et l'Espagne et j'ai fini au Maroc, mais c'est le moment où je me suis le plus éclatée. En fait, c'est la partie en France. Où j'ai découvert que c'était pas que les Français c'était pas si chiant, que finalement les paysages étaient magnifiques et que il y avait plein de choses super intéressantes à voir, mais à la base j'avais pas envie de venir et du coup donc tout ça me menait avec cette envie. J'avais tellement envie de voyager, c'était tellement fort et tout. Et du coup, dans ma dernière année où tu es en stage pratiquement toute l'année, en fait, j'étais assez perdue puisqu'on avait aussi fait la partie en psychiatrie et moi je travaille. Même ma mère a travaillé toute sa vie en psychiatrie. Mhm. Et moi, j'avais joint cette même hôpital. Déjà, j'ai été élevée avec eux, entre guillemets, hein, parce que ma mère était très impliquée et tout ça. Donc, elle m'amenait quand j'étais jeune à l'hôpital et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à travailler là-bas comme beaucoup d'enfants, de parents de l'hôpital. À l'époque, j'ai travaillé dans les cuisines, machin, c'était un gros hôpital. Hein. Et, et du coup, mon stage de psychiatrie, ça m'avait un peu chamboulé parce que c'était dans un autre hôpital, dans un autre contexte et plein de choses et tout ça. Et j'arrivais plus à me trouver. Et du coup, j'ai été voir ma prof et ma prof, elle me dit, mais là, tu prends, comme on dit chez moi, elle me dit, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas et on s'organisera avec ta formation quand tu rentres. Et du coup, je suis partie en Inde alors que j'avais dit que j'irais jamais en Inde, que c'était une grosse poubelle revirée à l'envers et que c'était pas pour moi. J'y suis retournée plusieurs fois ensuite dans les années qui ont suivi et ça a été un petit peu la révélation sur la suite et pas la révélation hein, puisque je le savais déjà et c'est ce que j'avais envie de faire mais et qui est venu ancrer le fait que je ne voulais pas travailler comme infirmière dans un hôpital à Montréal, que ma vie c'était de voyager, de partir, d'aller voir ailleurs, d'aller aider les autres et que c'était ça que j'avais envie de faire. Donc j'ai fait j'ai fait l'Inde et le Népal en fait et du coup j'ai travaillé, j'ai pas travaillé, mais j'ai fait du bénévolat dans des orphelinats ou dans des léproseries ou des choses comme ça. J'ai pas énormément bougé en fait pendant l'année, mais j'ai fait des endroits spécifiques enfin spécifiques. Je suis restée à Ça des endroits toujours, où j'ai atterri, hein, mais toujours et dans tout ça. ta. T'étais pas encore diplômée infirmière quand tu étais en Inde. Non, du coup, je suis rentrée après et j'ai fait mon diplôme et j'ai été diplômée. Voyons, c'est quand est-ce? Enfin, l'année de mes 30 ans. Et du coup, c'était en 1990. Oui, 1990. Et Non, 2000, pardon, n'importe 2000, quoi. d'accord. Et Je sais plus compter. Hein. quand tu passes ton diplôme, que tu l'obtiens, c'est quoi ton idée? De repartir immédiatement? Qu'est-ce que t'avais en tête? Eh ben, si je pense, mais en fait, je travaillais du coup dans un hôpital anglophone de Montréal et qui n'avait pas nécessairement répondu à mes attentes. Où je leur avais dit, moi, je veux faire de l'urgence, mais je veux pas faire de l'urgence au début parce que le temps que j'appréhende et tout. Et en fait, bien sûr, ils m'avaient pas écouté puisqu'il y avait déjà des coupures et qu'il manquait beaucoup de gens à l'époque déjà. Mhm. Et du coup, ça avait été super dur, hein, ça avait été compliqué. Je parlais pas très 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 bien anglais. Je parlais même si j'avais déjà fait un an en Inde et que j'avais rencontré pas mal de monde entre travailler en anglais et, euh, et juste discuter comme ça, c'était une chose totalement différente. Enfin, si tu apprends ton métier, hein, Mhm. quand tu commences à travailler, peu importe le métier que tu fais, quand tu sors de l'école, tu sais pas travailler en fait. Hein. Et du coup, c'était difficile et j'avais juste envie de repartir. Alors, j'avais des potes qui partaient en Iran et je voulais partir et surtout, je voulais pas travailler au Québec en fait. Et du coup, j'avais 2 copines qui partent en Iran, donc je suis partie avec elles. Et juste avant de partir, j'avais appliqué pour travailler en Suisse, mais officiellement, pour pouvoir aller travailler en Suisse, normalement, tu dois avoir cumulé 2 ans de travail comme infirmière dans ton domaine, du moins à l'époque, c'était comme ça.
Et du coup, j'avais fait mon entretien et tout ça. Et en fait, comme j'avais été étudiante infirmière dans l'hôpital où je travaillais là, mais j'avais été étudiante 6 mois, je crois, infirmière, quelque chose comme ça. Mm. Et en Suisse, quand tu es étudiante infirmière, tu travailles vraiment, en fait. Mais au Québec, à l'époque, c'était pas le cas. Si je faisais un travail d'aide-soignante, en fait, je faisais pas un travail d'infirmière. Sauf que mon titre, c'était étudiante infirmière. Et donc du coup, je pars, mais en me disant que de toute façon, ils vont pas me rappeler et que ça fait bien mon affaire parce que comme ça, je vais pouvoir continuer à voyager et que je vais. Mon but, c'était de rejoindre l'Inde depuis l'Iran. Et au grand bonheur de ma mère, le jour où j'allais passer au Pakistan, ben, la Suisse a rappelé et en fait, ils m'avaient engagé, ils m'attendaient un mois et demi plus tard ou quelque chose comme ça, je me souviens plus. Hein. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je sois raisonnable, que c'était un signe du destin et qu'il fallait que je rentre et que j'allais enfin travailler pour. Bon, j'ai toujours travaillé, hein, mais j'ai toujours travaillé parce que c'est quelque chose qui est aussi très différent. Enfin, je peux pas parler pour le reste du Canada, mais je pense que c'est un peu pareil. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans et demi chez Burger King et j'ai toujours travaillé, j'ai jamais arrêté en fait. Donc, j'ai toujours travaillé. J'ai travaillé pour payer mes études, j'ai travaillé pour payer mon appart, j'ai travaillé et tout ça. Donc, c'était juste, on va dire, je dois aller travailler dans mon métier, dans quelque chose de raisonnable. Et je dois être raisonnable. Donc, du coup, Tu, je suis tu, partie en Suisse. tu t'interroges à ce moment-là quand tu es sur le point d'aller en Iran. Si je me trompe pas, tu disais que tu étais au Pakistan. Euh, comment J'étais en tu crois? Iran et j'allais passer en Iran, ouais. Au D'accord. Pakistan, pardon. Et combien de temps tu as mis à prendre les décisions? Est-ce que tu as réfléchi ou ça a été Non, je réfléchis jamais. J'agis. Non, pas vraiment. Enfin, si, là, je me suis posé la question 30 secondes, à savoir, qu'est-ce que je fais? Je vais en Suisse, j'y vais pas. Est-ce que je vais au Pakistan et tout ça? J'ai réfléchi en fait 30 secondes. C'était une opportunité assez incroyable de pouvoir aller travailler en Suisse à l'époque. Je savais que ça me permettrait de voyager. Là, si tu veux, de traverser, de passer au Pakistan, moi, j'aurais pu voyager, j'aurais pu continuer, j'aurais pu avancer, j'aurais pu aller en Inde, mais à un moment donné, j'aurais fini par manquer d'argent quand même si ça me coûtait pas cher et que je vivais enfin très simplement et tout ça. À un moment donné, il faut quand même que ça rentre d'un côté ou de l'autre. bien Et sûr? puis c'était une nouvelle aventure en fait. Là. Donc du coup, je suis assez fan d'aventure. Hein. Donc du coup, oui, je me suis juste posé la question 30 secondes. Quoi. Et comme je dis, le raisonnable a aussi emporté un petit peu sur le côté aventurier à l'époque. Donc tu te lances dans ce projet en Suisse. Tu quittes tout, enfin tu quittes tout entre guillemets, hein, tu t'établis complètement en Suisse à partir de ce moment-là. Oui, tout à fait. Après, c'est pas un énorme dépaysement. Bon, c'est moins pire, je crois, maintenant, hein, mais à l'époque où moi je suis arrivée en Suisse en 2000, en fait, on était énormément de Québécois à avoir passé le pas. C'est un accord qui existe entre la Suisse et le Canada depuis le début des années 90, je D'accord. crois, parce qu'il y avait pénurie d'infirmières en Suisse et du coup et c'est spécifiquement dans le canton de Vaud. Enfin, à l'époque, c'était spécifiquement dans le canton de Vaud, au CHUV à Lausanne, où c'est un accord qui avait été passé. Donc au début, il y en avait, je sais pas moi, une dizaine. Mais les années où moi j'ai été là, et je crois que le pic, il a été, bon, il y a peut-être eu d'autres pics après, mais dans les années où j'étais là, en 2002, je crois qu'à un moment donné, on était 250 Québécois à bosser au CHUV, en fait. Hein. Ça D'accord. reste juste un petit hôpital à Lausanne. En fait, c'est un gros hôpital universitaire, mais je veux dire, ça reste quand même une grosse concentration de Québécois. Donc, niveau dépaysement, c'est moitié-moitié, si tu Mhm. veux. Après, je suis pas là nécessairement, moi non plus, bon, je suis là, un, pour travailler, deux, pour continuer à voyager, et trois, ben, pour rencontrer des Suisses et d'autres gens, en fait. Donc, bien sûr, j'ai des relations qui sont d'ailleurs toujours là-bas, qui sont québécoises, mais c'était pas... disons qu'au début, pour le dépaysement, c'est correct, et puis après, tu passes à autre chose, et tu te fais d'autres relations, Mhm. et du coup, ça a été une super expérience, c'était génial. Je travaillais en 12 heures en plus, donc tu as T'avais presque beaucoup, 10 heures, pas mal de 10 temps jours libre.
Ouais, être plein de temps libre. Puis j'avais une chef qui était assez conciliante, qui dérogeait un petit peu aux règles pour que des fois j'ai un petit peu plus de jours de congé. Donc presque tous les mois, je voyageais, j'allais. Donc j'avais pas nécessairement la conscience écologique que j'ai maintenant, mais je bien sûr. partais 10 jours en Je crois que Jordanie, je pas partais grand 10 monde jours l'avait à là-bas. l'époque. Non, mais c'est ça. Et c'est pour ça. Du coup, tu vois, je partais où j'avais envie de partir, en Écosse, en machin. Dès que j'avais 10 jours Tu de congé, travaillais pour j'étais voyager partie, en en fait. fait. C'était ça Tout à ton fait. leitmotiv. Tout à fait. J'étais toute seule, j'avais pas de mari, j'avais pas d'enfant. Ça a duré combien de temps du coup? J'avais. En fait, j'ai quitté la Suisse en 2004, du coup. Voilà. Ouais, ça a duré 3-4 ans quoi. 4 ans. Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Hmm. Et, et du coup, ça a été super génial, hein, entre faire la fête et pour le coup faire du sport aussi, parce que enfin, la Suisse, ça reste après le Népal, ça reste le plus beau pays du monde en fait. Je veux dire, tu peux tout faire, tu peux aller te baigner le matin, et, aller faire du ski l'après-midi. Les moyens de transport ils sont géniaux, le paysage c'est génial. Moi j'ai beaucoup aimé les Suisses. Encore des potes suisses d'ailleurs. Mhm. Enfin, et quand je retourne en Suisse, j'ai quasiment plus l'impression de rentrer à la maison que D'accord, quand je vais au Québec en fait. d'accord. Donc, Et quand tu quittes la Suisse, tu sais pour aller où? ah ben là, du coup, tour du monde, parce que du coup, j'ai quitté la Suisse, j'étais faire des études de médecine tropicale en Belgique. Et du coup, après ça, j'ai, en fait, juste avant de partir en Belgique, je suis retournée 3 mois en Inde et au Népal, et où j'ai rencontré mon chéri. Et j'étais partie encore là, pareil, juste comme ça, hein, mais et du coup, j'ai rencontré mon chéri, et de là, je quitte la Suisse, je vais en Belgique, et après, de là, on est parti en humanitaire, et on a fait, après, de 2004 moi, je continue dans ce domaine, mais plus lui, mais jusqu'en 2013, on a fait des missions humanitaires. Donc, on a travaillé dans plusieurs pays, dont Madagascar, le Vous partiez Mali, le ensemble du coup? Niger. Ouais, et ça a été Comment la vous arriviez condition. à faire que Ben, ça a vous été partiez compliqué ensemble? au début, ça a été compliqué quasiment tout le temps, hein, mais en général, moi j'ai toujours travaillé, et lui il n'a pas nécessairement travaillé dès le départ. Et il y a des pays, par exemple quand on était au Mali, quand on était au Mali, lui il est parti dans un autre pays, il est parti au Congo justement, euh, pour travailler sur des courtes périodes, et du coup il revenait entre les deux sur le Mali, pour nous retrouver, puisque au Mali on avait déjà nos enfants. Et C'était en 2011. tu peux dire que à ce moment-là, quand vous aviez avec ton petit copain cette vie, tu étais à ta place? Ah si, tout à fait, ouais. Après, c'est toujours un petit peu particulier, hein, d'être un étranger dans un pays étranger. Euh, donc j'étais à ma place, parce que c'est toujours ce que j'avais voulu faire quand j'étais au fin fond de la brousse nigériane, ou même au fin fond de la brousse malgache. C'était exactement ce que j'avais voulu faire, c'était ce que je voulais faire. Je faisais mon métier, enfin, c'est ce dont j'ai mis beaucoup de temps à y arriver. En fait, j'ai quand même mis plus de 20 ans à arriver à faire de l'humanitaire et à me décider à passer le pas, en fait. Mais c'était exactement ce que je voulais faire, et encore aujourd'hui, hein, même si j'ai parfois des doutes, ou même si il y a d'autres choses qui m'intéressent, parce que j'ai fait d'autres formations après, Mhm. dont un CAP de pâtisserie. D'accord. Mais oui, c'est aucun lien. J'ai aussi fait un master en santé publique, qui est plus logique, hein, mais le CAP de pâtisserie, je me suis dit, allez, il faut que je fasse autre chose et que je découvre autre chose. D'où le surnom Et Marsupilami, quoi. On comprend mieux. On comprend mieux. pour la pâtisserie, ah oui, Non, je sais pas. pour le fait que tu fais plein de choses, quoi. Ah, mais après, je pourrais continuer à faire encore plein de choses, hein, parce qu'il y a énormément de choses qui m'intéressent. Je voulais faire des études de communication, mais je m'étais demandé si je devais pas être avocate. La seule chose, et on en parlait là il y a pas longtemps avec ma squad justement, la seule chose que j'ai toujours su que je voulais pas faire, prof enseignant, AVS, ce que tu voudras. Mhm. Tout ça, non, ça a toujours été clair en fait, et c'est la partie dans mon métier, hein, quand on me dit il faut que tu fasses une formation, je les regarde et puis je leur dis, mais
je déteste ça, je me trouve pas très bonne à faire ce genre de choses, en fait. Alors que de la supervision formative, tu vois, d'aller quelque part et de dire, mais regardez, si on faisait ça comme ça, et si, dans le vif de l'action ou dans le vif de la conversation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire, en fait. J'aimerais revenir sur la période, alors c'est encore le cas aujourd'hui, j'ai l'impression. On connaît pas bien cet aspect humanitaire à proprement parler, santé humanitaire, travailleur ou travailleuse de l'humanitaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, qui vous paye, comment vous êtes logé? Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau quand tu es dans des pays éloignés? On a des vies assez dorées. Après, on travaille comme des dingues. Par contre, je dis qu'on a des vies dorées au sens où, en général, on est bien logé, bien nourri, bien accueilli et tout ça. Je pense que tu as plusieurs phases dans l'humanitaire. Tu vois, on va dire la phase avant les années 2000, avec les premiers humanitaires qui allaient sans se poser de questions. Enfin, sans se poser, quand je dis sans se poser de questions, c'est que le but c'était d'aller, que ça soit du travail humanitaire dans la santé ou même les gens qui sont allés dans les Balkans ou dans des choses comme ça, tu vois, pour apporter des vivres ou des choses comme ça. Le but ultime était, je viens, je fais mon action, et j'ai un résultat qui est positif. C'est Mhm. toujours un petit peu la même chose, sauf que maintenant, quand tu fais de l'humanitaire, et même moi j'en fais depuis 2004, il y a eu une grande évolution, il y a une grande professionnalisation. Donc, à part les médecins et les infirmiers ou les gens qui avaient des métiers très professionnel comme un médecin, ou en fait, tu vois, c'est un médecin, Mhm. t'es un médecin, quoi. Euh, t'as plein d'autres gens qui étaient satellitaires autour d'eux, en fait, les logisticiens qui vont aider au transport, les logisticiens qui vont Ouais, il y a aider tout un à écosystème en s'assurer fait. que tout ce qui était autour Mhm. était peut-être à l'époque un petit peu moins professionnalisé, et ça s'est professionnalisé de plus en plus, mais c'est aussi professionnaliser la façon dont on apporte de l'aide, de s'assurer que l'aide que tu apportes ne cause pas plus de tort euh, que, Mhm. que, que, que de bien, en Bien fait. sûr. Hein. Et des fois, c'est sur des actes un petit peu, tu vois, quand tu te dis, c'est difficile d'en parler sans donner l'impression de porter un jugement, hein, mais des, toutes les actions sont importantes et toutes les petites actions font plaisir, tu vois, mais quand tu donnes un stylo à quelqu'un, en fait, par exemple, hein, c'est la chose facile que tu fais même quand tu vas en voyage, en fait. Hein. Mhm. Mais en fait, il y a une réaction en chaîne qui se crée derrière. Il y a une attente qui se crée par rapport au fait qui va être associé à une personne qui vient et qui du coup te donne quelque chose et qui peut soit corrompre le système, soit changer le système de façon durable. Et du coup, c'est pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, l'humanitaire s'est énormément professionnalisé. Du coup, c'est devenu très compliqué. C'est plus il y a une urgence là-bas, j'y vais et on verra ce que ça donne dans ma façon d'apporter une réponse. Mhm. Du coup, c'est beaucoup plus réfléchi, des fois peut-être un peu trop, et du coup, c'est plus compliqué de pouvoir réagir, tu vois, instantanément à l'action présente. Donc, il y a des ONG qui sont très bonnes là-dedans, comme Médecins sans frontières. Il y a une urgence, ils y vont, ils déplient leur tente et ils apportent des soins. Après, ils sont là pour l'urgence. Après, si tu pars sur des choses qui sont de la post-urgence, et donc moi, plus ce que je fais, en fait, hein, c'est de répondre, tu vois, dans des pays où, par exemple, au Nigeria, où tu as des réfugiés qui sont déplacés suite à l'ouverture des frontières internes du pays, parce que les gens, ils ont réussi à sortir de l'emprise de Boko Haram, pour faire simple. Mhm. Ben, du coup, ces gens, ils sont dans des camps où ils sont dans des populations hautes, dans des régions où il n'y a pas nécessairement un accès à la nourriture qui est facile, parce que les cultures, elles sont soit pas nécessairement optimisées ou elles sont détruites par les criquets ou des choses comme ça, et donc du coup tu te retrouves avec des gens qui sont dans une grande précarité et tu dois apporter une solution
de court moyen terme dans un pays qui a un système de santé qui fonctionne, qui a un système d'agriculture, enfin qui pas nécessairement qui fonctionne, mais si qui fonctionne, mais qui a des règles, des lois, des façons de le faire, comme nous en France en fait. Hein. Mhm. Si moi demain matin je débarque et que j'ai dit à Jean Castex, ta façon de gérer le Covid, c'est pas bien, tu dois faire comme ça, Complètement. Mhm. il va C'est un pas peu possible. m'envoyer balader. Mhm. Et sauf que ça a été une approche qui a été longtemps comme ça, en fait, dans l'humanitaire. On arrivait, on disait, c'est comme ça qu'il faut faire. Mhm. Et du coup, ça tend à changer, mais si tu veux changer ça, du coup, c'est un peu compliqué aussi. Enfin, Aujourd'hui, bref, c'est à... on s'intègre plus au pays en apportant notre aide plutôt qu'on impose notre façon de fonctionner, quoi. On essaye. Après ça, c'est hors urgence. Hein, quand tu as une urgence, Mhm. là, tu vois, par exemple, t'as des réfugiés de l'Éthiopie qui sont en train d'arriver au Soudan. Ben, du coup, là, ça prend des acteurs d'urgence qui te permettent de dire, j'installe ma tente, je soigne les gens. T'as le haut commissaire aux réfugiés qui est là, qui va apporter les tentes pour que s'assurer qu'ils aient un toit sous la tête et tout ça. Et donc là, du coup, c'est vraiment de répondre de façon urgente à un moment X. Et puis, du coup, moi, l'organisation pour laquelle je travaille, du coup, on vient un petit peu derrière pour essayer de s'assurer qu'il n'y a pas trop d'impact sur la population haute, que les systèmes de santé qui sont là, ils sont fonctionnels. S'ils sont pas fonctionnels, pardon, les centres de santé, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça soit un peu fonctionnel et que du coup, cet afflux de réfugiés dans la zone impacte pas trop le système de santé en place qui doit normalement couvrir 10 000 personnes, mais en fait, dans les faits, pour plein de raisons, est capable d'en couvrir que 5 000. Là, tu leur rajoutes aux 10 000 qui devaient couvrir, tu leur rajoutes un autre 10 000. Donc, du coup, on va essayer de renforcer ce genre de choses. Mhm. Que ça soit peur de la formation, des fois par du personnel ou des choses comme ça. Les compétences, elles sont là. Hein. Des fois, il faut les trouver, il faut renforcer. Il y a des gros problèmes de ressources financières, de ressources humaines et ce genre de choses. Donc, c'est tout ce genre de choses qu'on essaye de travailler. Mais c'est un sujet à lui tout seul, en fait. Hein. Bien Et sûr, c'est un bien petit peu sûr. Et compliqué. combien de temps tu pars en règle générale en mission? Donc, l'émission qu'on a fait ensemble avec mon copain ont duré en moyenne 2 ans. Dans chacun des pays qu'on a fait. Et du coup, maintenant, comme je travaille, la chose que j'avais dit que je ferais jamais, mais comme quoi il faut jamais dire jamais, je travaille pour le siège. Donc, du coup, je suis la bureaucrate. Moi, je fais plus grand-chose de concret. Hein. Moi, je m'assure juste que justement, hein, que l'aide et que ce qu'on propose comme aide, elle correspond à des normes, qu'elle correspond à des besoins, qu'elle correspond au pays en lui-même. Donc, du coup, quand je pars dans un pays pour appuyer, en général, je pars entre 2 semaines. Et du coup, le but, c'est vraiment de m'assurer que tout Tu rentre dans coordonnes, le c'est quoi? cadre. C'est une Oui, c'est coordinatrice en fait? plus. Ouais, c'est un petit peu de la coordination quelque part. Sauf là, la dernière mission là que j'ai, en fait, j'appelle ça une mission, mais c'est pas vraiment une mission et c'est très colonialiste comme terme en fait. Mais donc j'étais au Soudan là au mois de janvier et le but là c'était d'aider parce que le Soudan a été longtemps fermé au monde et aux ONG. Il y avait que 2 ou 3 ONG qui travaillaient encore là-bas depuis 2011. Et du coup, c'est en train de se réouvrir tout doucement. Donc, nous, on est en train d'ouvrir des projets là-bas depuis 8 mois. Donc, le but, c'était d'aller aider à ouvrir ça, d'aider à la recherche de financement, parce que bien sûr, ça fait partie de notre travail et c'est le nerf de la guerre, comme tout le monde, Bien sûr. comme beaucoup de métiers dans le monde. Donc, du coup, c'est d'avoir les financements qui viennent avec pour pouvoir travailler. Et donc, du coup, je suis restée plus longtemps pour pouvoir aller évaluer la zone du Soudan où les réfugiés éthiopiens sont en train d'arriver suite euh, au problème, va-t-on dire, de ce qui se passe présentement en En Éthiopie, Éthiopie. Hein. c'est la guerre civile, je crois, là-bas. Si j'ai pas de C'est un bêtises. petit peu plus compliqué que C'est plus ça, mais compliqué? on va pas rentrer dans le côté politique C'est du clair. truc. Euh, Tu peux nous dire un peu comment est financé? Alors, est-ce que tu as le droit ou la possibilité de nous dire pour quelle ONG tu travailles? Et si oui, comment est financé ce type d'organisation? Donc, mais présentement, je travaille pour Première Urgence Internationale, mais qui est
pas très connue en France, même si c'est une vieille ONG, entre guillemets, hein, parce qu'elle a fusionné. Par contre, j'ai travaillé, et elle est un petit peu plus connue en France, j'ai travaillé pendant presque 15 ans, ouais, jusqu'à il y a un an, je travaillais pour Action contre la faim, qui est un petit peu plus connu. Les modes de financement sont à peu près pareils. La grosse différence entre les deux, ou même Médecins du Monde, hein, je veux dire, on a sur les ONG françaises qui sont connues, on a à peu près tous les mêmes modes de financement, à part Médecins du Monde qui a énormément de fonds propres. La plupart sont financés par des bailleurs qui est par exemple l'Union Européenne, européenne, ouais. je vais y arriver. Les Les États, quoi, en gros. En général, oui, oui, et justement, et les États, exact. Du coup, j'allais dire les coopérations des pays, en Et fait, parce que du coup, les c'est coopérations internationales se mettent ouais, ensemble ouais, pour donner de ouais. l'aide à ce type d'organisation. Hmm. C'est passionnant, Après, t'as Chantal. quelques bailleurs privés, mais t'en as pas des tonnes. D'accord. C'est passionnant. Passionnant, passionnant. Absolument. Moi, je t'avoue être très très loin de tous ces aspects. Je suis fasciné par les gens comme vous. Euh, Est-ce que ça te manque de- d'être moins au contact qu'avant? Au contact, c'est peut-être péjoratif, hein, tu as compris ce que je voulais dire. Oui, non. Je dirais oui et non. Quand on a décidé, donc il y a 5 ans, en fait, on n'a pas vraiment décidé de se poser, mais on était rentré dans le but d'acheter une maison et on devait repartir derrière avec les filles. Et donc j'ai deux filles, hein, une qui a 14 ans maintenant et l'autre qui a 11 ans. Et et on devait repartir, et pour plein de raisons, en fait, ça s'est pas fait. Mon mari est lui reparti tout seul de son côté. Moi, après, je suis repartie toute seule, mais du coup, on n'a pas retrouvé quelque chose ensemble. Et après une année, on s'est rendu compte, ben, un peu ce que je disais au début, hein. Du coup, on s'est dit, ouais, mais peut-être qu'on doit leur offrir cette possibilité d'être au même endroit, Mhm. d'arrêter de voyager, et tout ça. Et je pense que dans nos têtes, on en avait besoin aussi, parce qu'il y avait de l'évolution dans ce qu'on faisait, parce que ça reste un travail vachement précaire, en fait, hein. Tu sais jamais, quand tu décides de rester, surtout sur le plan ONG, et que tu vas pas travailler avec les Nations Unies ou des choses comme ça, tu n'as pas une sécurité d'emploi qui est très très grande, qui est dépendante des financements, qui est dépendante des pays où tu es, Mhm. et tout ça. Donc, du coup, je pense que c'est quelque chose qui a un peu pesé aussi dans la balance à l'époque. On était fatigués aussi, parce que ça reste fatigant, hein, quand tu es sur le terrain en recherche constante avec des, comment dire, avec des équipes qui peuvent être grosses, mais qui en même temps, si tu compares à un système français classique, ben on travaille peut-être avec la moitié des équipes qu'on travaillerait sur le même genre de projet en Mhm. France. Donc du coup, avec des journées de travail assez intenses et tout ça, avec enfin puis des C'est usant, crises. ça t'use, quoi. Oui, non, c'est difficile. Et puis après, c'est des situations aussi qui sont difficiles, hein. Je veux dire, tu côtoies quand même chaque jour quand même des situations assez compliquées. Donc, on s'est posé, on est resté là, et j'ai longtemps dit, pendant ces années-là, même si, du coup, moi, j'ai fait une petite pause, et j'ai fait mon CAP de pâtisserie et tout ça, et j'ai arrêté une année et demie, et j'ai longtemps dit entre les deux, et même quand j'avais recommencé à l'époque, donc, à travailler pour le siège en 2016, je crois, euh, moi, ce qui me manque, en fait, c'est de voyager, mais pas de vivre dans d'autres pays. Mhm. Euh, et je pense qu'en fait, j'étais toujours pas prête, parce que là, au Soudan, c'est la première fois où je me suis dit, ah ben, là, ça me manque, en fait. Mhm. C'était la première fois depuis longtemps parce que ça fait un petit moment qu'on est posé, et que pour le coup, c'est la première fois de ma vie où je vis aussi longtemps au même endroit. Tu vis où d'ailleurs maintenant? Vous viviez Je suis où? dans le sud, je suis dans le triangle des Bermudes du sud, entre Béziers, Carcassonne, Narbonne. Ouais, D'accord. Béziers. Je suis vraiment au centre en fait des trois. Donc dans l'Hérault, par Mhm. contre, attention, euh, vers Minerve pour les gens qui connaissent. Minerve, je connais pas. Très beau coin. Très très Tu beau. connais? Je, Ouais, ben je c'est ça. crois y être passé Ouais, pour le ça se peut, ouais. travail notamment. Mm, mm. C'est la région de ton copain? Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Euh, Tu retournes au Canada de temps en temps ou pas du tout?
Quand il n'y a pas de pandémie, ouais. J'y retournais. Non, mais j'y Oh, retournais t'es plus pas drôle, souvent. Chantal. T'es pas drôle. T'es toujours terre à terre, comme ça. Je suis assez pareil, oui, assez, ouais. Euh, euh, j'y ret- C'était, disons qu'avec le temps, de moins en moins fréquent, pour plein de raisons, hein, parce que j'y ai de moins, il reste que ma maman, en fait. Bon, ben, ma maman et sa famille, elle, mais bon, depuis le temps que je suis partie, en fait, du coup, même si les liens sont toujours là, c'est pas pareil et tout ça. J'ai encore quelques amis aussi, mais je ressens, je ressentais moins le besoin dans les dernières années. Là, ça fait 1 an et demi. Là, ça commence à me manquer, mais en général, j'y vais, ouais, à peu près peut-être aux années et demie. D'accord. Ouais. Alors, il faut savoir que, enfin, moi, ce que je pense et ce que je ressens, c'est que le Canada est considéré par les Français comme une espèce de terre sacrée ou idyllique ou je sais pas, comme un paradis. J'ai l'impression, quand même, à t'entendre parler, que c'est pas si rose que ce qu'on pense, notamment en France. Mais je pense que, enfin, tu as des belles histoires, hein, je pense. Moi, j'ai des potes français, pour le coup. Ah, et pour le coup, c'est assez rigolo, parce que j'ai plein de potes français au Québec, mais comment dire? Je pense que c'est comme partout, hein, c'est pas plus vert chez le voisin que... il y a des problèmes et il y a des... comment dire? Et il y a plein de choses qui sont bien parce que tu as des grands espaces, tu as une qualité de vie qui est un petit peu différente, je pense. Euh, t'as des possibilités qui sont différentes, mais après il y a d'autres problèmes aussi. Et personnellement, c'est pas tant que j'aime pas mon pays, mais c'est juste que je m'y retrouve plus comme je m'y retrouvais à l'époque, mais parce que ça fait longtemps que je suis Mhm. partie et que peut-être que ça changera aussi, hein, je sais pas, hein, mais je pense que c'est comme n'importe quel pays, hein. Il n'y a pas un pays qui est mieux, sauf le Népal peut-être, mais je crois qu'il n'y a pas un pays qui est mieux que les autres dans le monde. Tu vois. Il y a ses inconvénients et ses côtés positifs partout en fait. Et je pense que ce panache tu vois, ce panache que j'ai pu prendre un peu partout, que ce soit en Afrique ou même, tu vois, en allant en voyage ou en Asie aussi, parce que j'ai beaucoup voyagé en Asie. Donc, tout ce panache-là fait un peu déjà ce que je suis aujourd'hui et qui me permet de vivre en France comme ailleurs. Sans me dire que je suis chez moi ou je suis pas chez moi. En fait, je me pose pas vraiment la question, je pense. Tu as la sensation d'être posé à l'endroit où tu vas rester pendant un moment ou c'est qu'une étape aujourd'hui? Ben là, on vient d'acheter une maison pendant le confinement, le Mhm. premier. Donc, logiquement, on devrait y rester un peu. Après, c'est pas nécessairement l'endroit le plus logique quand on nous connaît les deux, qui sommes beaucoup plus amoureux de montagnes et de cailloux. On aime beaucoup les cailloux. Mhm. Bon, Euh, t'es pas très loin quand même des reliefs du côté de. en T'es fait, allé on à est, Haute-Pyrénées pas loin, non? oui, oui, mais on est à 2 heures quand même, hein. Ouais, 2 heures, ouais, ça fait quand même. Ou à peu près, ouais. Ben, oui, c'est des petits chemins. C'est un peu le principe de la France, en fait. Mhm. À vol d'oiseau, c'est pas très C'est loin. vrai, c'est vrai. Même à la limite, à vol d'oiseau, c'est plus proche que certaines distances du Québec, tu vois. Et Mais oui, Québec, c'est une grande ligne droite, quoi. c'est ça. Donc oui, pour poser du moins, ne serait-ce qu'on va peut-être dire le temps que la deuxième soit au lycée, après on verra. Très bien. Puis Surtout, après, on sait pas. je pense que d'après ce que tu me dis, c'est plus pour offrir à vos filles une stabilité, quoi. Oui, puis je pense que tu sais, tout à l'heure, tu me demandais si je m'étais posé la question à savoir si j'allais en Suisse ou pas. En fait, je pense que si demain matin se propose une opportunité pour nous deux qui en fait répond à nos besoins à ce moment-là, je pense que on se posera pas trop de questions comme on l'a toujours un peu fait en fait. Là, on a acheté la maison parce que ça s'est proposé comme ça et que justement. Donc, Vous, et puis si demain matin la maison est dans les Pyrénées, ben elle sera dans les Pyrénées ou elle sera, je sais pas moi, en Italie ou je mhm. sais pas où. Comment, comment ont évolué et évoluent aujourd'hui vos deux filles? Plutôt dans l'état d'esprit des deux parents ou absolument aucun rapport? Plutôt une envie d'ailleurs ou pas du tout? C'est pas très clair en fait.
La grande, je crois qu'on l'a un peu déstabilisée, la pauvre. Donc du coup, bon, non, mais déjà petite, il fallait déjà qu'on soit toujours dans son champ de vision. Elle est quand même assez proche de nous Mhm. et tout ça. Mais en même temps, c'est une enfant qui est un peu comme nous, hein, je pense. Je dirais pas résiliente, mais un enfant qui, le temps qu'elle intègre l'information, puis après c'est bon, quoi. Mhm. Je tourne la porte et on y va. Quand on a quitté Haïti, quand on lui a annoncé le vendredi qu'on quittait Haïti, pendant tout le week-end, ça avait été la grosse catastrophe. Et puis le lundi matin, quand on l'avait annoncé, elle était toute petite encore, elle avait 6 ans, je crois. Le lendemain matin, quand on l'a annoncé à l'école, la maîtresse la regarde et lui dit ah, mais du coup, tu vas être triste, tu vas quitter tes amis et tout. Et elle avait regardé du haut de ces 3 petites pommes là et elle lui avait dit c'est le travail de mes parents, c'est comme ça et c'est tout. Donc elle avait intégré l'information, elle Oui. avait intégré, donc c'est bien, c'est pas bien, hein, mais du coup, je- je- j'aurais tendance à penser que c'est elle qui va voyager, mais même si elle nous donne pas cette impression-là aujourd'hui. Euh, et la petite, à ce jour, je pense qu'elle va voyager aussi, elle rêve de voyage, mais elle est aussi... non, aussi, je pense qu'elle va voyager, elle est pas très attachée aux choses. Si demain matin, on lui dit qu'on part en Afrique du Sud, ça va beaucoup moins la déranger que la grande, par exemple. D'accord. D'accord, on part en Afrique du Sud. La D'accord. grande, ça va la déranger, ses amis, ses machins, tout ça. La petite, elle va nous dire, oh, bon, bah, on va découvrir autre chose, tant mieux. Chantal, très bien. Alors, c'est absolument passionnant, hein. Là, je ferai 2 heures, moi, sur ce sujet-là. Non, mais c'est vrai. Bon, bref. On va quand Mais même on est revenir supposé parler trail. Ouais, on va essayer de parler du sujet du podcast, hein, puisque c'est quand même un podcast de trail, donc on va en parler un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler alors, de tes premiers pas de sport et puis dans un deuxième temps de ta rencontre avec le trail? J'ai toujours fait du sport, donc soit récréatif ou pas récréatif. Donc je disais, je faisais du ski de fond, j'ai fait du ski alpin longtemps. En fait, je faisais plus précisément de la bosse même. D'accord. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait un petit peu de danse, mais ça m'avait pas trop plu. Mais on va dire ce qui a rythmé surtout l'adolescence, c'était donc le ski de fond, un peu de patin sur glace bien sûr. Sinon c'est pas ça manque de clichés et et donc jusqu'à ce qui est l'équivalent du lycée ici, ça a été une grosse partie de ski alpin. J'en faisais tous les week-ends. Je faisais pas mal de vélo aussi, entre guillemets vélo de route. Tu sais, à Montréal, on avait ce qu'ils appellent enfin l'endroit où tu vas faire des tours de piste là pour tourner Vélodrome. à l'intérieur. Le Le vélodrome. vélodrome, merci. Mais c'est parce que ça a été changé en biodôme en fait. D'accord. Et moi, en habitant à Marseille, on était un ancien joueur de football, alors le vélodrome, du coup, ça me parle. C'est Mais bon. oui, non, mais je sais plus, le nom me venait plus, mais c'est surtout parce que comme ça a été changé en fait en biodôme, en fait, ils l'ont transformé. C'était le Vélodrome était suite aux Jeux Olympiques de 76, je crois, à Montréal, et du coup qui servait à à des gens bien, pas aux professionnels déjà pour s'entraîner, mais aussi à des gens un peu lambda pour pouvoir aller s'entraîner, mais c'était pas du tout rentable, et du coup ça a été changé en un centre de biodiversité et tout ça qui est génial d'ailleurs, mais du coup il n'y a plus de vélodrome. D'accord. Et du coup ça a rythmé pas mal toute mon adolescence. J'étais quand même très 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 grande fan de ski et du coup donc à l'équivalent du lycée j'avais intégré l'équipe ça s'appelait le collège mais du coup l'équipe de l'école et encore une fois, moi je suis vraiment pas compétitrice. À la limite, c'est un peu ce que je te disais dans la présentation. C'est tu me mets le mot compétition, mais t'es sûr que je fais l'inverse à la limite. Mm. Et du coup, je me suis pas vraiment plu là-dedans et je me suis un petit peu écartée de ça. Et j'ai essayé 2, 3 fois de courir et ça m'a vraiment, mais vraiment pas plu. Donc du coup, je faisais surtout plein de sports. J'ai fait beaucoup de patins à roues alignées aussi. Je me déplaçais qu'à vélo ou des choses comme ça. Donc ça a rythmé pendant quelques années. Et ensuite, j'ai découvert le trapèze. En fait, j'étais partie pour faire des cours d'escalade. Et à côté du cours d'escalade,
Il y avait, il était écrit trapèze. Du coup, j'ai toqué à la porte, je suis rentrée, j'ai fait 3 sessions de trapèze, ce qu'ils appellent volant. Là, c'est le plus spectaculaire en fait. Mhm. J'ai le vertige, hein, précisons-le. D'accord. Mais j'ai trouvé ça juste génial. Ça a été la révélation de ma vie, en fait. J'ai adoré ça. Je me suis éclatée. Et donc, du coup, il y avait plusieurs possibilités. Et du coup, j'ai testé toutes les sortes de trapèzes pendant à peu près 3 ans. Je suis un peu excessive dans mes passions, en général. Quand je me mets à faire un truc, je le fais à fond. Du coup, j'étais là tous les jours. Et genre, en fait, à la fin, j'avais plus le droit d'y aller le dimanche parce qu'il m'obligeait à ne plus venir pour que je fasse autre chose et que je D'accord. me repose en plus de l'école et tout ça. Mais pareil que pour mon plaisir, hein, il y avait pas du tout. Je voulais pas faire de spectacle, je voulais pas. Le but c'était vraiment juste de m'éclater sur ma barre de trapèze. Et après, bon, je me suis mis à voyager et tout ça, donc ça s'est espacé. J'ai toujours compté. Et après, en Suisse, je faisais beaucoup de via ferrata, beaucoup. J'ai fait un petit peu du ski, mais pas trop, parce que en fait, chez moi, la neige, elle est damée. Et les 3 ou 4 fois où j'ai été faire du ski, mais c'était vachement dur dans la poudreuse. Et j'avais trouvé, et j'avais eu, et ça avait été assez vexant en fait de me rendre compte que je n'y arrivais pas très bien. Alors que j'avais été quand même une très bonne skieuse, que j'allais skier tous les week-ends. Je skiais le vendredi soir, le samedi, le dimanche, toute la journée, tous les week-ends et tout. Donc ça avait été un petit peu vexant dans le truc. Donc je m'étais tournée vers l'escalade et la via ferrata et pas mal de marches en montagne. Et puis après, j'ai commencé l'humanitaire et puis j'ai plus trop eu le temps de faire du sport. D'accord. Et donc à quel Ni les moment... conditions surtout. Ouais, j'imagine. À quel Mm. moment tu rencontres le trail running? Par hasard, donc en 2017, je crois, maintenant. Parce que oui, non, et après j'ai presque toujours fait du yoga, par contre, que j'avais appris en Inde au début des années 2000. Et du coup, donc humanitaire, pas trop. Bon, il y a des endroits où c'était possible de marcher beaucoup et de faire pas mal de trek. Mais du coup, pas nécessairement. J'ai fait pas mal de trek en Inde, au Népal et tout ça aussi, mais du coup de manière plus récréative. Et du coup, en 2007, après 10 ans de travail, pas trop de sport, où j'avais essayé la Zumba à gauche, la machin à droite, et des Mhm. trucs comme ça, mais j'arrivais pas à accrocher sur rien. Et du coup, fin 2016, je me suis surtout vue dans un miroir, et je me suis vue, dans un miroir, deux, peut-être, je sais plus moi, à l'hiver, mon conjoint il me dit allez, on va faire un tour de vélo. Et en fait, peu importe le sport que j'ai essayé dans ma vie, ça a toujours été facile. En fait, c'est comme si j'avais toujours fait ça tout le temps. D'accord. Et là, on est parti faire du vélo sur du plat. J'ai cru qu'il voulait me tuer en fait. Je lui ai dit, hein, il n'y a pas d'héritage, hein, ça donne rien de me tuer en fait, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais en fait non, ça a été les pires 15 kilomètres de ma vie de vélo. Il devait avoir un peu de dénivelé, mais à peine quoi. J'en ai marché plus que j'en ai roulé, et là je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, ah, c'est plus possible. J'avais un très gros embonpoint. Je fumais toujours à l'époque. Donc, je faisais plus de sport, j'avais plus aucune condition physique. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand je décide de quelque chose, je m'y mets à fond. Donc, je me suis mis à faire attention à mon alimentation et il fallait que je trouve un sport. Et donc, je savais qu'il fallait que je fasse du sport. Hein. Ça avait guidé presque toute ma vie, sauf les 7 ou 8 dernières années et les 10 dernières années. Et du coup, c'était pas possible. Et sauf que j'arrivais pas vraiment à trouver. J'avais réessayé plein de trucs, mais j'arrivais pas à trouver. Et du coup, je me suis dit, ça faisait peut-être 2 mois que je marchais vite tous les jours, mais ça m'ennuyait en fait. Et du coup, je me suis dit, le seul truc que je peux faire où j'aurais pas l'air ridicule, c'est de partir et de courir. Et en me disant, quand j'ai réatteint un poids forme et que j'ai réatteint une santé normale, j'arrête de courir parce que c'est chiant, quoi. Mhm.
Et donc ça a été, mais du coup je m'y suis mis à fond. Hein. Je sortais un jour sur deux, tous les jours. Je courais à peu près entre guillemets 5 km hein, avec au début marcher, courir et tout ça. Euh, J'y ai pris plus ou moins du plaisir. Hein. Mais par contre, comme beaucoup de gens le disent, hein, j'y prenais plus ou moins de plaisir, mais du coup, je sentais le besoin de devoir sortir tous les 2 jours. Et du coup, j'ai fait mon premier, et on est parti cet été-là aussi faire tout le canal du Midi avec les enfants à vélo. Et du coup, pareil, j'ai continué à courir et tout ça. Et du coup, en septembre, j'ai fait mon premier 10 km à Béziers. Et à la fin, j'ai regardé mon mari, j'y vais, et là, je fais quoi là? Il faut que je m'entraîne pour un marathon, mais non, mais ça me fait chier quoi. Je peux pas, je peux pas faire ça, ça me fait chier. Ça te plaisait pas, Et c'était un moyen non, de retrouver la forme, mais c'est tout, quoi. La mais course à pied. ça me plaisait pas du tout. Puis il m'avait dit, bah ouais, il y a à peu près que ça et tout. Ouais. Et j'avais rencontré un jeune de la région pas longtemps avant que du coup je suivais sur Strava et qui habitait La Réunion. Et je sais pas, à chaque fois que je veillais son travail, il était écrit course de récupération, 42 km, 1500 dénivelés. Il s'entraînait D'accord. pour la diag. Ouais. Il se fiche de moi ou quoi? Et du coup, je lui envoie un message et il me dit tape diagonale des fous. Et du coup, de la diagonale des fous, je suis tombée sur Trail en Trail et sur tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, le 10 km à Béziers m'a fait chier parce que c'était en pleine ville. Mais en fait, je m'entraînais pas du tout en pleine ville. Je m'entraînais déjà sur des pistes de trail, ça montait tout le temps, c'était jamais plat. Encore aujourd'hui, la même côte me fait toujours autant souffrir Sans le d'ailleurs. savoir, tu Mais faisais en fait, du trail déjà. je faisais déjà du trail, mais je le savais pas. Mhm. Et là, le monde vraiment s'est ouvert à moi. Et en fait, j'ai réalisé, pas tout de suite, hein, ça m'a pris du temps, mais avec le temps, j'ai réalisé que tous les treks que j'avais faits, sans entraînement, hein, en fait, je suis partie, tous les treks que j'ai faits au Népal, le camp de base de l'Everest, les Annapurna, à chaque fois, c'était comme, allez, je prends mon sac à dos, c'est bon, on y va, je marche pendant plusieurs jours. Et il y avait toujours un moment donné où je me disais, c'est long, quoi. C'est chouette, mais c'est long. Mhm. Et en fait, je me rends compte que je pense que si j'avais connu le trail à l'époque, si je les avais courus, je pense que je me serais éclatée. Mhm. Mais beaucoup plus. Là, c'était magnifique. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas question à se poser, mais c'était magnifique. Mais la monotonie de juste marcher tous les jours. Et en fait, en découvrant ça, je me suis dit, ah, mais c'est super génial et tout, machin. Et donc, pendant l'été, on s'est retrouvés. Ben, du coup, j'ai commencé à courir dans ce sens et tout ça. Et juste avant que je fasse le 10 km à Béziers, on avait été au Caroux, en fait, parce qu'on va souvent faire du camping au Caroux. Et la journée, une des fois où on était pendant l'été, c'était le jour du trail du Caroux. Et mon conjoint dit à mes filles, mais l'année prochaine, vous allez voir, c'est maman qui va courir. Je dis, ça va pas, non. Courir au Caroux, il y a des cailloux partout et tout. Le Caroux, tu peux préciser où c'est? C'est dans le sud-ouest, c'est ça? Oui, c'est vers chez vous. Eh ben oui, du coup, c'est à 1 heure et demie de chez nous. C'est des petits trails, hein, le plus long non, c'est pas vrai. T'avais la 6000, la 666 qui était organisée par Antoine, Mhm. Antoine Guyon. qui faisait, merde, je crois qu'elle fait 120 ou 160. Mhm. Mais là, le trail dont je parle, le maximum, il fait 30, mais en fait, 30 km dans le Caroux, c'est comme 60 km. Je sais pas moi, vers Millau ou ce genre Mhm. de choses. En fait, comme c'est hyper technique, tu as des cailloux super haut et tout. Hein, donc, du coup, je me dis, mais non, je ferai jamais ça. Et en fait, donc, j'ai enchaîné et comme tout ce que je fais, en fait, je me suis mis à chercher, j'ai trouvé plein de courses partout, plein de nouveaux endroits à aller découvrir, plein de nouveaux endroits où aller courir. Donc, du coup, le premier hiver, j'ai enchaîné les courses les unes derrière les autres, en général, presque tous dans la région ici, entre à Gruissan et qu'est-ce qui est connu aussi, celle de Quillan, je crois qui est connue aussi, qui fait partie du sud de France. Ouais, j'allais dire les trails du Et sud de France, ouais. C'est ça? ouais, elle fait partie des trails du sud de Mhm. France. Enfin, du coup, je me souviens plus exactement, mais T'as je pas les avais. les 100 miles sud de France aussi qui sont vers chez vous, là?
Si, mais celui-là, je me suis pas frottée encore, Ah, hein, t'es pas parce que c'est frotté. quand même les Pyrénées, il est dur, hein. Et tout ça. Et je suis pas sûre que je vais m'y frotter parce que je suis pas sûre que c'est des distances qui m'attirent, en fait, Mhm. là. Donc du coup, j'ai enchaîné et tout ça. Et bien sûr, un an après, j'ai fait le Garroux. La petite version, j'ai fait que le 18 km. Et me suis toujours pas frottée aux 30. Enfin, si, j'ai essayé cet été en off avec mon chéri, la journée où il a fait le plus chaud de tout l'été. Donc bref, on n'est pas arrivé au bout non plus, mais du coup ouais, c'est vraiment puis on a un terrain qui s'y prête vraiment, hein, Mhm. qui est technique, qui est sympa, qui est tout ça. C'est pas les Alpes, c'est pas les Pyrénées, mais c'est vachement super chouette en fait. Donc aujourd'hui, tu es sur des formats entre 20 et 30 kilomètres, c'est ça? Mon plus gros format, c'est le 68. Enfin, c'est pas vrai, il faisait officiellement 64, mais sur ma montre, il était écrit 68 Il y à a la tout, fin. on a tous le même Des problème là-dessus. Templiers. Ouais, mais j'y tiens aux 4 kilomètres C'est en ça. plus quand même. Donc c'était voyons, comment il s'appelle celui des Templiers. Donc c'est pas le Grand Trail, mais euh, ah merde, l'intégrale d'Écosse le vendredi. Mhm. Donc j'ai fait l'année dernière et cette année je devais faire le Grand Trail des Templiers que du coup j'ai pas fait et j'ai fait une traversée parce qu'en fait la région où je suis s'appelle le Minervois et j'ai fait une petite traversée du Minervois parce qu'il est quand même un peu élargi le Minervois dans la conception de la région. Donc j'ai fait une petite traversée où en fait je suis partie de notre ancienne maison jusqu'à notre nouvelle maison et j'ai fait un petit peu moins de 70 km. Du coup j'ai pas fait autant que ce que j'avais prévu, mais du coup ma plus longue distance ouais, c'est 68 km à ce jour. Tu as commencé en 2017, donc tu as Ouais. un passif relativement récent de trail running. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette communauté-là qui t'a plu Je parle uniquement des relations notamment. C'est vraiment une communauté super ouverte, hein, et cette entrée par Trail in Trail en fait c'est vachement sympa parce que du coup bon ce petit côté j'ai un petit côté féministe engagé et Alors tout donc du tu peux coup répéter, tu disais quoi? Trail and trail? C'est quoi? Trail entre elles Trail donc entre c'est elles? une Alors explique-nous un peu ce ouais que c'est. c'est une bande de filles. En fait, à la base, c'est un groupe sur Facebook qui s'est créé il y a, je sais plus exactement, hein, peut-être 4 ou 5 ans, avec Isabelle, qui est la fondatrice du groupe. Et du coup, il y a plein de filles qui se sont retrouvées sur cette page Facebook, qui échangent entre elles, qui du coup se sont rencontrées, ont créé des liens, et du coup, une petite communauté de filles partout en France, hein, et même un petit peu à l'extérieur de la France. Bon, c'est un groupe principalement francophone, donc c'est des francophones qui sont à l'extérieur de la France généralement. Mhm. Mais et du coup, ça permet de créer des liens, de rencontrer des gens. Ça me fait que j'ai été courir en Belgique 2 fois, aux rencontres que j'avais fait, parce qu'une des filles, la fille chez qui j'ai été courir, en fait, elle était venue courir à Gruissan, donc du coup, on s'était rencontrés et tout ça. Et du coup, ça te permet, un peu comme te le permet Instagram, mais du coup, c'est qu'un groupe de filles, donc c'est un petit peu sectaire, je te le conviens. C'est l'équivalent aussi de bref, c'est l'équivalent que féminin de bref, je fais du trail Mhm. quelque part, mais que avec des filles. Il n'y a pas de garçons dans le groupe. Il y a eu 2, 3 intrusions, bien sûr, mais officiellement, il n'y a pas de garçons. Et du coup, c'est une communauté très agréable et qui a permis au début, en fait, tu vois, de découvrir plein de gens, de faire des relations, de, 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 de découvrir des formats, des façons de s'entraîner, de faire des échanges de conseils et de ce genre de D'accord. choses. Je connaissais pas. Je me renseignerai, puis si C'est tu vrai es... que j'ai jamais entendu tes invités en Non, parler. jamais. Je- Je te demanderai si possible de me faire une petite introduction avec une des Ouais. créatrices ou une des responsables pour éventuellement la recevoir. Ça m'intéresse de connaître le Ah oui, et positionnement. puis elle est chouette, Isabelle, en plus, hein. Bon, ben, on en discutera en off alors. Euh, Ouais. Très bien. Aujourd'hui, donc distance la plus longue, les 64 kilomètres au Templiers. Euh, Ça te manque tout ça? Je pense que c'est une question un peu bête ou tu arrives à gérer l'absence de course officielle?
En fait, c'est rigolo hein, parce que, comme je te disais, je suis pas très compétitrice et je cours vraiment hein, pour moi. Hein. Je cours pour moi. L'avantage pour moi des dossards, c'est que ça me permettait d'aller courir ailleurs, tout en finissant dernière, mais en me challengeant moi. Mhm. Tu vois, d'être capable d'y arriver, mais d'aller découvrir ailleurs, de découvrir des nouveaux endroits, puisque enfin, ce qui rythme un petit peu ma vie, c'est le voyage, c'est l'aventure. Donc, du coup, d'aller courir un peu partout, même si c'était pas très loin, hein, ça me permettait de découvrir des nouveaux endroits. Même si j'ai aucun souci à m'entraîner toujours sur le même terrain. Hein. Je fais toujours la même boucle. J'ai un peu de peine à trouver la bonne boucle là, depuis qu'on est déménagé, mais où on était, je faisais toujours la même boucle. Et des fois, on me dit, mais bah non, je découvre des nouveaux trucs à chaque fois, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, ouais, j'aimais bien prendre des dossards pour pouvoir aller découvrir des nouveaux endroits, courir dans des nouveaux endroits, découvrir des nouveaux gens aussi, discuter avec des nouvelles personnes et tout ça. Euh, mais par contre, en 2000, du coup, les Templiers, c'était en 2019 et avant de faire le 79 kilomètres, j'ai fait les 54 ou 53 kilomètres du trail haut de trail Qatar donc c'est Vers dans Carcassonne, ça. les ouais non mais c'est pas celui de Carcassonne purée j'ai un blanc eh bon mais c'est pas faut pas l'associer à celui de Carcassonne Ah, euh, c'est pas le même et donc bref qui est assez technique aussi je vais retrouver le nom le trail c'était Monseigneur hein, mais j'arrive plus à retrouver le nom c'est Trail Qatar en fait Trail tout Qatar, simplement d'accord. Trail Qatar, tout simplement. Et c'est une toute petite organisation, beaucoup plus petite que celle qui est sur Carcassonne même, Mhm. et tout ça. Mais qui est très engagée, pareil comme terrain, hein, toujours très engagée. C'est vers Cucugnan et du coup on a fait 53 kilomètres. Donc tu vois, tout l'engagement que tu dois faire pour faire ton 53 kilomètres, je sais plus combien il y a de dénivelé. Je me souviens plus exactement, mais 2000 et quelques, je crois. Et dans un magnifique terrain, du monte au château et tout, machin. Et donc, du coup, s'ensuit après toute la préparation pour pouvoir faire les Templiers. Donc, du coup, je m'étais associée à quelqu'un pour m'aider, à me cadrer dans ça. Et je me suis mis vraiment à fond hein, pour pouvoir y arriver. Et je pense que, du coup, derrière, c'est enchaîné aussi plein d'autres c'est un, tu vois, d'autres possibilités pour le début de l'année 2020 qui se sont, comme tout le monde, annulées les unes derrière les autres. Mais j'ai jamais arrêté de m'entraîner parce que j'ai toujours gardé cette optique dans la tête. Bon, j'avais pas pu, je devais faire le trail des Citadelles l'année dernière en préparation du coup du Grand Trail des Templiers sur le format des 40 kilomètres et, et même si j'ai pas pu le faire, je me suis arrangée pour faire à peu près l'équivalent pendant le confinement à la maison et tout ça, machin. Et, et, et je pense que je me suis mis une pression énorme. Alors que du coup, je suis pas, comme je dis, je suis pas très compétitrice. Mhm. Et pour pouvoir faire ce trail des Templiers, pour pouvoir y arriver, je faisais partie de l'équipe Compex. Et c'était, je crois, une trop grosse pression pour moi. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, j'ai mis tellement la pression haute parce que en fait, j'ai toujours pas compris pourquoi Cathy elle m'avait choisi hein, parce que comparé à tout le reste de l'équipe, j'avais pas du tout leur même niveau. J'aurais pas du tout fini dans les. Ils auraient pas fini les premiers non plus, mais on n'était pas du tout sur le même niveau de performance Mhm. tous et tout ça. Et donc du coup, en remplacement du trail origine. Donc j'ai fait cette traversée, je me suis éclatée, je me suis mis une pression à faire cette traversée du Minervois un peu superstitieuse en plus en me disant il faut vraiment que j'arrive à la maison parce que si j'arrive pas à la maison ça va dire qu'on pourra pas être heureux dans cette maison et tout je m'étais mis une pression de fou tu vois c'est pour pouvoir arriver chez moi c'est super ridicule mais je pense que j'étais entrée dans un mode de surentraînement peut-être Mhm.
Je le découvre en te le disant, là, en fait, hein, mais je pense que j'étais rendue un petit peu dans ce mode de surentraînement. J'avais mal aux pieds en plus, mais c'est pas grave, je continuais à aller m'entraîner malgré le confinement, malgré que justement je devais faire toujours la même boucle, que j'ai pas vraiment pu aller m'entraîner dans d'autres endroits comme je l'avais prévu et tout. Du coup, j'ai fait cette traversée, je suis arrivée à la maison en ayant mal au genou, mais je suis arrivée à la maison. Et d'ailleurs, j'ai fini ma descente avec ton entretien avec ton frère. C'est C'était pas assez vrai. rigolo. Mais Ouais, tu m'envoies ravi, Chantal. Ça me touche c'est beaucoup. vrai. J'ai fini la dernière descente où ma mari m'avait dit non mais c'est bon, je te descends. Je dis non 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 non, je dois finir cette descente. Oui, mais il dit tout. J'en ai rien à foutre que je boite. Je vais descendre en marchant s'il faut. De toute façon, je finis mon podcast et puis on va arriver en même temps Ah, et on c'est est génial. arrivé Ça me touche effectivement en beaucoup. même temps à la maison. Et du coup, j'ai mis énormément de temps après à avoir envie de reprendre. Euh, et, je, Dégoûté? et, et pas dégoûté, je pense, mais je pense que je me suis mis trop de pression, Mais alors qu'à la base, t'avais pas de alors qu'il n'y avait pas de pression à se mettre. voilà, Tu vois. t'avais pas d'enjeu derrière. Ah non, j'en avais aucun. À part arriver chez moi, j'en avais aucun. Chantal, tu n'avais pas le syndrome du trapèze. Peut-être, c'est quoi? Bah, tu sais, le trapèze, quand tu étais petite, Ah oui, tu passais peut-être. tes journées à faire du trapèze. On appelle ça le syndrome du trapèze. C'est pas ça? Ouais, peut-être, ouais. Peut-être, ouais, mais je sais pas. Et du coup, j'ai mis un bon. Mais en même temps, ça me manquait. Tu vois, c'était très ambivalent, mais je me suis du coup forcée à pas reprendre directement. J'ai essayé en fait, j'ai un truc à la con là sous le pied. Comment ça s'appelle? Elle l'aurait dit la kiné ce matin. Donc j'ai Aponévrosite? une Non? sub. Ah non. Non, 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 pas du tout. J'ai une luxation du deuxième rayon. Ah, Donc ouais, c'est pas grave. Il y a personne qui sait ce que c'est. Ça sert à rien. C'est pas très. C'est douloureux quand je marche dessus, en fait. Mais, euh, mais c'est pas handicapant. Ça m'empêche pas de courir. Ça s'aggrave pas quand je cours. À la limite, c'est plus dérangeant quand je marche ou quand je descends des escaliers ou ce genre de choses en chaussures civiles. Et c'est plus dérangeant donc à la marche parce que je compense à la marche alors que je compense pas quand je cours. Hein. d'accord. Mais je m'étais dit, j'arrête de courir, on verra si ne pas courir, ça change quelque chose. Ça change absolument rien. Donc j'ai pu me remettre à courir. Mais c'est vrai que là, l'envie, tu vois, j'ai envie quand je vais courir ailleurs qu'ici, mais j'ai presque plus envie de marcher très rapidement que de Mhm. courir souvent. Ça dépend des jours. Hein. Il y a des jours où je me dis c'est bon, je peux faire 21 km, il n'y a pas de souci, je le fais. Mais comme je vais courir tard, en général, ben, je suis obligée de rentrer parce qu'il y a un couvre-feu. Euh, et tout ça, mais l'envie, elle est là, mais peut-être qu'effectivement, même si je suis pas compétitrice, ce manque de dossard, le fait d'aller voir ailleurs, de courir avec d'autres gens. Parce que pour le coup, je suis assez isolée ici. J'ai personne avec qui d'autre courir à part mon chéri, Mhm. qui court plus vite que moi. Et qui là du coup s'entraîne lui pour le 70 des citadelles, donc du coup il peut pas se mettre à mon niveau. Il est d'habitude il le fait, mais là comme il a un enjeu pour lui derrière, du coup maintenant il le fait pas. Donc je pense que ça va revenir avec des perspectives et tout ça, mais Ouais, un peu je prépare on est les dans le flou citadelles là. hein, justement, mais, mais je le prépare sans me mettre de pression en fait. Je me suis dit, si je dois aller marcher, de toute façon l'autre il fait 70, donc logiquement il devrait arriver après moi pour une fois. Euh, donc, puis au pire, il m'attendra, hein, il fera comme d'habitude. Et puis je vais aller le faire, mais je mets pas de pression là. Tu vois, je m'étais mis parce que du coup dans le cadre du voyage en 2019, j'avais été pas du voyage, mais du travail, j'avais été un mois au Cambodge. Je m'étais mis une pression de Lapsus fou pour. révélateur. Tu t'en es rendu compte ou pas? T'as Ah fait un oui, mais je m'en rends lapsus compte entre maintenant en fait. voyage et travail. C'est assez compliqué, hein, tu vois là, j'ai couru au Soudan avec une petite gazelle, voilà, hein, qui me disait mais non, c'est facile. Et non, c'est pas facile, t'as pas compris là. Il fait 40 degrés, il y a de la poussière et une pollution de fou. C'est pas du tout facile là de faire 12 fois une à 4,30. Non, c'est pas facile, non.
Mais donc du coup ouais, j'y vais à l'envie. Puis les citadelles ils donneront ce qu'ils donneront. C'est super beau donc je profiterai du paysage. On n'en parle pas souvent, mais moi je partage beaucoup. Enfin, j'essaye le plus possible de partager ça avec ma femme aussi, qui court. Euh, on n'en Ouais. parle pas souvent de la relation quand les deux personnes font le même sport ou la même pratique. Comment vous arrivez à gérer ça? Vous partagez vraiment le trail ou là, comme tu le disais, c'est vraiment limité et Quand vous il faites n'a pas chaque. d'objectif, Voilà. quand il n'a pas d'objectif, c'est la première fois qu'il a un objectif. En fait, Yves, il a toujours été sportif et pour le coup, lui, il a jamais arrêté. Il fait du VTT, il fait des enduros et tout. Enfin, il a fait un enduro. Il devait le refaire cette année, il a été annulé et tout ça. Enfin, il a toujours un petit peu plus ou moins couru et tout ça. Il a surtout, je pense, enfin, s'il courait vraiment, je pense qu'il aurait un très très bon potentiel. Et c'est la première fois là qu'il se met un challenge aussi grand devant lui. D'habitude, il fait je crois que sa plus grande distance, bon, c'était la Bofi quand même, qui est Mhm. quelque chose au Templier, La mais Bofi 50, ouais, qui fait euh, 50, je crois. ouais, 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 mais qui est très technique pour le coup. C'est la seule qui est vraiment technique Des des courses. Templiers. Et là, en fait, il lui devait faire le 50 au Citadel. Ils ont annulé cette course-là pour pouvoir quand même tenir les courses avec le protocole sanitaire. Et il s'est dit, oh, bah, tant pis, hein, je fais 70 et tout, machin. Mais donc, normalement, quand il n'a pas ce type d'objectif, il a aucun souci à ce qu'on sorte ensemble, tu vois, entre guillemets, à me pacer. Lui, du coup, il fait des sorties en endurance, quoi. Mhm. Mais c'est quelque chose, il est pas, il est compétitif, mais surtout avec lui-même, et pour le coup, il est très compétitif avec lui-même. Par contre, hein, de lui dire d'aller doucement quand il sort toute seule, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il se pousse au bout de ses capacités et tout Je ça. te coupe, Chantal, mais c'est vraiment pas évident hein, d'arriver à se mettre au niveau de l'autre euh, en y prenant Ouais. enfin, je sais pas si ça va être mal perçu, mais en y prenant du plaisir, en essayant de arriver à se mettre à un niveau qui est pas le sien pour partager, Mm. c'est pas simple non plus. Que ce soit d'un côté Ah ou de non, l'autre, non, hein. non. Ah mais je pense que c'est difficile hein, pour lui. Après il le fait très bien. Moi je dirais que j'ai le mari le plus conciliant de la planète, mais que ce soit dans son travail ou dans son Ça, c'est parce que tu me connais et pas. c'est vraiment une crème quoi pour ce genre de choses. Mais il en a rien à faire en fait. Et c'est ce qu'il me dit, c'est qu'il me dit j'ai décidé d'aller courir ou d'aller. Enfin quand on va en VTT, je te raconte pas quoi. J'ai peur de moindre caillou. Il y a que des cailloux ici. Hein. Donc, et il me dit mais c'est pas grave. J'ai décidé de faire ma sortie avec toi. S'il faut que je marche à côté de mon vélo, je marche. Et puis c'est pas grave. Je sais pas comment il fait ça. Hein, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient capables de faire ce genre de choses en fait et d'être capable de se mettre au diapason d'autres. Et Moi, là je c'est lève pour la ça. main, Alors comme Chantal. là il est sur le 70, comme il se prépare pour autre chose, même moi je demande pas en fait. Après je pense que si je lui demandais, on pourrait le faire. Hein. Moi, je lève la main, je suis un peu comme ton Yves. C'est ça, c'est Yves son prénom. Oui, oui, tout à fait. Je suis un peu comme lui. J'arrive à me mettre au diapason et à courir avec mon épouse. Et elle n'aime pas ce terme. Elle n'aime pas le terme épouse. Alors, je vais dire Virginie. J'arrive à me mettre entre guillemets à son niveau. Et c'est vrai que c'est génial de partager la même passion. Enfin, la même passion. Je sais pas si pour elle c'est un niveau de passion, mais de partager des moments sportifs comme ça, c'est vraiment top, quoi. Ah non, mais c'est super génial. Moi, j'aime beaucoup sortir avec lui. Et en fait, je pense que c'est vraiment la seule personne avec qui j'arrive vraiment à courir, en fait. Parce que les autres, je me mets une pression. J'ai été faire une réco, justement, d'un magnifique trail ici où personne ne vient parce que c'est une petite distance. Et dans la réco, il y avait Antoine, en fait, qui est simple, qui est super gentil, qui est génial. Hein. Mais du coup, je pense que tout le monde s'était mis un peu la pression parce qu'il y avait Antoine, même Je si, sais pas pourquoi. même si, même si tout le monde se disait non, non, il va mollo, il va mollo. Puis je disais, mais votre mollo et mon mollo, c'est pas du Mais tout pareil, en tout est fait. relatif. Et du coup, moi, à un moment donné, je me suis mis une pression de ouf parce que je voulais ralentir personne et tout machin et tout et à un moment donné j'ai fait mais et puis bon
Antoine continuait avec les autres devant. C'était pas le souci. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais non, merde, quoi. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour me mettre une pression. On n'est que sur une réco. Mhm. Et du coup, en fait, je suis restée avec un des suiveurs. J'avais déjà fait ce trail, en fait, en plus. Hein. Et je suis restée avec un des suiveurs et on est arrivé derrière et tout. Et puis, c'était sympa, hein, mais en même temps, tu vois, je me disais, mais oui, mais je te ralentis et tout. Puis il me disait, mais je m'en fiche parce que je suis le suivant et tu vas fermer le truc. Je fais, oui, mais du coup, tu vas fermer plus tard à cause de moi. Alors que quand je pars avec Yves, bah, tant pis, hein. Mhm. Tu as décidé de venir avec moi, tu fais ton chemin de croix, tu vois, quelque part. Non, non, mais Par contre, mm, quand j'ai fait le 68 km, je l'ai fait avec un Nicolas, justement. Euh, J'avais dit aux gens, si vous voulez venir faire 5 km, 10 km, de toute façon, je vais pas vite, donc il n'y a aucun stress, vous pouvez venir. Et en fait, lui, c'est un pote de Yves et qui m'avait dit, je fais 10 km avec toi. Et en fait, on a fait 40 km ensemble, et mhm. c'est pas vrai, donc il n'y a pas que toi et mon chéri, Ah oui, c'est il y a parce qu'il Nicolas il s'appelle aussi. Nicolas aussi, c'est pour ça. Et ouais, ça doit être ça. Mais du coup, les 40 km, j'ai couru plus que j'aurais jamais couru si j'avais été toute seule, en fait. Et pour le coup, il s'est vraiment mis à mon diapason. C'était mon défi, hein, donc. Et pendant 40 km, il a été vraiment, vraiment mon diapason. Il m'a permis de faire la première portion vraiment à mon rythme. Et j'ai réussi à, moi, pas me mettre de pression, mais parce qu'il me la mettait pas non plus, en fait, hein, tu vois. Mhm. C'est génial. Est-ce que tu peux Ouais, nous parler de Nicolas. ton... Ouais, c'est ça. Tu peux nous parler de ton moment extraordinaire. C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le, pardon, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. Euh, J'hésite en fait, hein. J'hésite entre deux, j'hésite entre Caroux, mais du coup je vais le garder pour la prochaine question, celui-là. Et je pense que c'est au trail des 14, ça fait partie des plus beaux trails que j'ai fait, ou avec celui de Prémien dont je parlais tout à l'heure. Mais ce qui était génial au Qatar, en fait, il y avait ma cousine qui nous avait accompagnés et qui avait amené nos filles. Et, euh, et que du coup, quand je suis arrivée au pied du château, avec mes filles qui étaient là et qui étaient super contentes et qui avaient fait une grande pancarte et tout. Et du coup, j'ai comme eu l'impression d'arriver à la maison, en fait. Il y avait le château qui était juste en bas. J'ai oublié le nom du château, je suis très nulle dans les noms. Et il y avait le château qui était juste en haut, et puis il y avait un vin, mais un vin de fou, en fait. Et ça faisait je sais pas combien de temps qu'elle m'attendait, les pauvres, parce que bien sûr, je respectais pas mes temps prévus. Et je sais pas, d'arriver là, de voir le château et de me dire, mais c'est juste génial, en fait. Et je vais monter sur une crête et ça va être là-haut, et on a couru un petit peu ensemble sur la crête et c'était super génial, quoi. Et ton plus beau souvenir de trail? Ouais, je pense que c'est le Caroux, et c'est mon plus mauvais souvenir de trail aussi. À la fois. C'est Ça a souvent le cas, été, hein. Oui, ouais, mais c'est un enfer On doit ce être un peu Caroux. maso, en fait. C'est ma bête noire, ce Caroux. Je m'étais mis, je voulais tellement, je pensais tellement pas être capable de courir au Caroux et tout ça. On a un jeune, parce qu'il est plus jeune que moi, mais jeune légende locale. Et je me souviens quand je suis arrivée et que je voyais Johan courir. Puis il faisait chaud en plus l'été, là, puis je le voyais passer et tout, puis je me disais, mais il est malade ou quoi, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il a gagné ce trail du Carreau, je sais plus moi, 2 ou 3 fois. Il était là, je crois, en plus aussi, cette année-là, quand on le fait. Et j'étais tellement sûre de ne pas pouvoir le faire, et en fait, j'ai souffert tout ce trail, parce que probablement un lien avec la luxation que j'ai aujourd'hui sur le deuxième rayon, mais du coup, après, peut-être il y a une grosse montée qui est au début, et à partir de la première descente, chaque fois que je posais le pied, en fait, j'avais l'orteil qui voulait exploser. Mhm. Ça faisait super mal et tout. Donc, il y a que des cailloux, donc à chaque fois que je posais mon pied sur le caillou, ça faisait super mal. Et peut-être à 1 kilomètre de la fin, je passe un gros caillou et je m'assois dessus et je me dis, mais merde, c'est bon, je suis capable, c'est bon, je l'ai faite, je reste là. Je le sais, là, je suis capable de faire 18 km, je sais plus combien il y a de dénivelé, je crois que c'est 1500, 1800, quelque chose comme ça. C'est bon, je suis capable, je reste là.
J'avance plus, j'en ai rien à foutre, je reste là. Parce que c'était pas possible de rester là puisqu'il y a personne qui peut venir te chercher au cas où, quand t'es au milieu de tes cailloux, il faut que, même à 1 kilomètre, c'est pas possible. Et du coup, j'ai fini ce dernier kilomètre et quand je suis arrivée en bas, il y avait un jeune du coin qui est très prometteur aussi, que je connais parce qu'il faisait, en fait, c'est le fils où mes filles faisaient du cheval et qui était là et qui m'attendait, puis ouais, Chantal et tout, machin, t'es arrivé au bout et tout, machin, c'est super bon. Et tu vois, je me suis dit, mais merde, je suis arrivée au bout de ce Caroux, cette montagne un peu infranchissable pour moi, presque pire que des treks que j'ai pu faire qui étaient difficiles de monter en altitude et tout ça. C'était un peu mon Everest à moi en fait. Très bien. Et donc ton pire moment, c'est celui-là aussi, quoi. C'est le moment où tu te mets sur la pierre et tu te dis j'y arriverai pas. C'était mon pire moment tout au long parce que j'avais mal aux pieds. Mhm. Mais non, quand je suis arrivée sur la pierre, il me restait 1 kilomètre à faire. Je savais que j'y arriverais en fait, puis D'accord. que j'y étais arrivée et puis j'en avais un petit peu plus rien à faire. J'avais plus rien à prouver à personne. Mhm. J'ai continué parce que j'avais pas le choix. Mais c'était mon pire moment parce que ça, physiquement, j'ai expérimenté la douleur dans mon pied, mais sur toute la durée de 18 kilomètres à me dire mais pourquoi tu fais ça, quoi? Mhm. Pourquoi tu endures 18 kilomètres? C'est que 18 kilomètres, il y en a qui l'endurent sur 200 kilomètres. Cette douleur sur toute la durée, en fait. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça va te donner au bout du compte? Et en fait, bah, ça me donne que j'étais juste fière de moi, arrivée au bout, en fait. Fière de ce que j'avais accompli, fière d'avoir perdu du poids, d'avoir retrouvé la santé, d'avoir arrêté de fumer. Oui, si j'avais arrêté de fumer. Non, j'avais pas arrêté de fumer, je crois encore. Non, j'avais pas encore arrêté de fumer. Parce que oui, la première année où je faisais du trail, je fumais encore. Ah oui, Et t'avais diminué ouais, ou pas? pas du tout, non. Pas du tout. Comme Tu dans étais une tout, grosse fumeuse? je suis passionnée. Si, ouais, je fumais un bon paquet par Ah jour oui, quand même. Ouais, d'accord. Donc t'as fait du trail non. pendant un an en fumant un paquet de cigarettes par jour. Ouais, C'est j'ai arrêté de fumer quand je suis partie faire le trail en Belgique avec Trail en Trail. Bon, c'était prévu, hein, j'avais prévu d'arrêter de fumer. Mhm. Mais là, pour le coup, pour la première fois dans ma vie, je me suis dit, je peux pas montrer à des gens que je cours et que c'était pas possible, en fait. Ceci T'assumais dit, il pas, fait, t'assumais pas. ah non, mais non, je l'assumais plus du tout, en fait. Mais ceci dit, ce trail-là, qui était super beau et qui est quand même pas mal, qui s'appelle le Trail des Fées, et qui, je sais plus moi, 1500 de dénivelé quand même en Belgique. Bon, c'est dans les Ardennes, hein, mais et c'est parce que tu descends sous terre aussi. A été un moment, pas le meilleur moment au sens où j'ai mangé des oranges maintenant je sais que je ne dois pas manger d'oranges au 6 ou 7e kilomètre et en fait les oranges et mes intestins ça fait deux et ça a été des crampes sur Ah ouais, toute la durée mais pendant 33 kilomètres dès que je me mettais à courir en fait d'accord. et comme j'étais là pour courir c'est long Eh oui, mais un truc et en fait le problème c'est que j'en ai mangé à tous les ravitaux parce que je savais pas que le problème c'était l'orange. Je d'accord, l'ai appris peut-être 6 mois plus tard, hein. d'accord. Bon, bah, conseil à suivre alors, et faites attention avec les oranges, on sait jamais. Moi, j'ai jamais essayé, donc ce que je sais, c'est que moi, je crains notamment les yaourts. Alors, certains ne le craignent pas, moi, je le crains. En fait, dès que euh, je mange des produits laitiers sous forme de yaourt, c'est un véritable calvaire pour moi. J'en ai jamais eu sur des courses. Sur des courses ou en Non, général en général, tu sais, quand parfois il m'est arrivé d'aller courir entre midi et deux, je sais pas pourquoi, ouais, dans le midi j'avais mangé un yaourt et j'avais pas encore digéré, ça a été horrible. Horrible, horrible. Donc les produits laitiers, faites attention. Et les oranges ouais, aussi. bah, oui, ben les oranges, ouais. Enfin, du moins, mais a priori, après je l'ai lu quelque part hein, que les oranges c'était comme c'est vachement acide et tout ça. En fait, Mhm. c'est tout à fait normal, mais tu en trouves souvent et en guillemets enfin, moi je le prenais parce que j'avais soif et que je bois pas des trucs avec des électrolytes et ce genre de choses. Et en fait, j'avais besoin, je pense, de ce qu'il y avait dedans. Mhm. Et du coup, et ça me faisait du bien au mental déjà, je crois. Et Mais après, du coup, c'était une autre physiquement, ça me histoire. faisait pas de bien. Oui, c'est ça, exactement. Très bien. Bon, Chantal, on a bien fait le tour quand même. Est-ce que tu veux évoquer un sujet dont on n'aurait pas parlé encore? Bah non, je crois qu'on a fait. On a bien fait le tour, hein. Tu nous as
Ouais. Tu nous as vachement ouvert l'esprit, notamment par rapport à ton métier, et ça, on t'en remercie. On va passer aux questions rapides. Je pense que tu connais le concept. Oui, j'avais oublié ça. Ouais. Des réponses courtes, sans argument. Ouais. Ça va être dur, ça. Plat favori après la course. Un coca. Boisson. Vas-y. Non, mais du coup, vas-y. Boisson favorite après la course. Mais du coup, c'est un coca, mais c'est pas une bière. Ah non, Je mais mange pas trop après. je t'ai dit boisson ou plat tout à l'heure? Enfin, je sais Là, tu plus. m'as dit boisson, mais c'est le coca qui m'est venu quand Pardon. même. Donc je te demande plat favori après la course. Un burger ou un steak frites. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Bar. Fait maison ou industriel? Pas trop chimique. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? J'aime bien la pluie. Tu préfères les racines ou le verglas? Oh, les deux. Je sais pas choisir. Tu préfères courir de nuit ou courir de jour? Le matin tôt ou au coucher du soleil. Désolée. Tu préfères courir en France ou à l'étranger? À part la Belgique, est-ce qu'on peut considérer ça comme l'étranger? Je dirais en France pour l'instant. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout quand tu cours? Les deux. Ah non, on va choisir un. Si je veux courir un peu vite, c'est la musique, et si je veux si je veux Ouais, juste ça. courir, c'est les podcasts. Accordé. La musique dont tu ne parles à personne. La musique dont je parle à la personne, Duran Duran, peut-être, mais c'est tellement vieux. Durand. Durand. Oui, peut-être, ouais. Tu peux nous fredonner un petit air? Ah non, pas du tout, Non, pas du tout. Bon, non. allez sur les plateformes d'écoute et vous verrez ce que c'est Durand. Tu préfères courir seul ou accompagné? Seul, en fait, ouais. Tu préfères, et c'est la dernière question, un trek au Népal ou un trail dans les Alpes? Un trek au Népal. Un trek au Népal. Super Chantal, je te remercie énormément d'avoir partagé ces 1h45 avec nous. C'était très, très agréable et je te remercie d'avoir partagé tes expériences, notamment comme je te disais tout à l'heure avec l'humanitaire. Et voilà, moi je trouve que c'est fantastique. Vous donnez pour les autres et ça c'est exceptionnel. Merci. Après on donne, mais je te rassure, on est payé quand même. Oui. Non mais c'est quelque chose que les gens ont un peu de peine à comprendre et à intégrer, hein, mais ça vient avec la professionnalisation du métier aussi, hein. C'est que si tu veux avoir des gens qui sont compétents et qui sont capables de faire du bon travail, il faut aussi être capable de les payer. Et si tu veux en faire un métier, il faut que tu sois payé, hein. Ça serait sympa, hein, je voudrais bien être bénévole, mais c'est juste pas possible, quoi. On vit dans une société de consommation. Tout travail mérite salaire, en plus. Oui, mais après je fais clairement pas ça pour l'argent, hein, sinon je travaillerais aux Nations Unies, hein. J'imagine. Chantal, je te remercie de nouveau énormément et puis je te dis à bientôt. Merci à toi. Et bonne soirée. Merci à toi. Salut Chantal. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon.
J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut!